Hello, bonne année tout le monde. Meilleurs vœux tout le monde. Exactement, petit apéro de début janvier, un petit lundi pour redémarrer l'année. On est là avec Simon puisque Bastien est avec Ben et 70 chanceux, ils sont au Texas. Ouais, un petit road trip texan. Ils ont vu quoi ? Ils ont vu le Mavs... Ils étaient à Dallas. Ils ont vu le Mavs Rocket. Ils étaient à la NASA aussi. Ils sont allés à la NASA aussi. Voilà, donc ça a été discuté planète, fusée et compagnie à la NASA. Et il doit rester du San Antonio. Et ils vont à Houston. Ils vont là. Je pense qu'au moment où on parle, ils sont soit en transit, soit ils sont déjà arrivés à Houston puisqu'ils vont faire le Rocket Suns. Pas mal. On va reparler des Suns dans cette vidéo. Et après, il y aura un Spurs Lakers, si je dis pas de bêtises. Belle affiche. Ça. Bon petit match, ça aussi. Donc voilà, bon courage à eux, qui kiffent bien le Texas. Je pense qu'ils ont moins froid que nous. On se les caille un peu dans le studio parce qu'on est rentré de vacances et puis fallait allumer les chauffages. C'est ça, faut réchauffer un peu. On risque de se frotter un peu les mains. Donc on va se faire un petit apéro de bonne année. Un petit apéro de qu'est-ce qui s'est passé pendant les fêtes et tout, vu qu'on a fait une petite pause et tout au niveau vidéo. Il y a pas mal de petites choses à dire. Donc avec Simon, on a dit on va se poser, puis on va égrener les sujets. On va faire un petit point pour se remettre un peu, en course, pour se préparer à une année 2026 qui, comme d'hab, va être bien chargée. En plus, moi, je reste persuadé que là, on est sur un mois. Il y a un mois. Dans un mois, on sera à la deadline. Dans un mois, Simon et moi, on sera sur le même canapé. Là, ici, probablement avec Bastien, pour commenter la deadline. Ouais. Et honnêtement, je pense que je sais pas, cette année, j'ai l'impression qu'on peut avoir... Oui. Il y a un côté calme plat possible, mais j'ai du mal à y croire. Et il y a vraiment un côté blockbuster de trade deadline. Ah oui, moi je pense que... Il y a plusieurs équipes qui peuvent bouger. Il y a plusieurs joueurs qui sont pas forcément contents ou qui peuvent générer des gros trades ou des rumeurs. On voit Atlanta, on sait pas ce qui va se passer. Moi, quand je vois Ja Morant, le body language de Ja Morant, dès que Thomas Isalo lui parle... faut trouver preneur après. Ouais, d'accord. Mais ça reste un bon joueur. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, ça dépend de la contrepartie. Oui, puis un changement c'est de contexte pour lui faire du bien. Donc voilà le genre d'ambiance. Et puis bon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les fêtes ? Simon, est-ce que tu as quelque chose est-ce que tu veux qu'on commence par un angle, un sujet, un truc Toi, tu t'es dit, oh putain, faut que je prenne une note, faudra qu'on en parle. Là, t'étais entre les huîtres et la dinde. Le plus marquant pendant... Moi, je vais revenir sur les matchs de Noël et puis globalement les fêtes. Là, on est à un tiers, même un peu plus qu'un tiers de saison. On doit être, on va passer le tiers. On est plutôt à 35-38 matchs, donc on approche gentiment de la moitié, ouais. Et donc les fêtes sont passées, on approche de la moitié de saison et en fait les Spurs sont quand même donc à 25-10 après 35 matchs. Là, à l'heure où on parle, ils sont deuxième de l'Ouest. Ils ont l'air d'avoir... alors dans le détail, il y a notamment ces victoires contre Oklahoma et le match de Noël. Les Spurs ont calmé le Thunder. Et ont sans doute mis en péril le record aussi. Le cap du record pour Oklahoma. 3 défaites, ils ont infligé 3 défaites rien qu'en décembre. Oui. La plus surprenante étant peut-être celle de Noël parce que c'était à Oklahoma et San Antonio venait de les taper. Donc là, tout le monde s'est dit c'est bon, Oklahoma va prendre sa revanche. Donc moi, ça m'a particulièrement impressionné le match de Noël. On l'a vu, un Christmas Day Contest de Trash Talk, 75%, j'ai pas le chiffre exact, faudrait que je demande à David, mais un bon 75% des gens avaient dit Thunder win. Donc déjà, cette victoire pour acquis, dégage. Ouais, clairement. Et en dehors de ce duel un peu contre Oklahoma précisément, les Spurs ont quand même l'air d'être non seulement voués à avoir l'avantage du terrain en play-off, dirait là. En tout cas, ils sont en place pour l'être. Ouais, je suis d'accord. Top 6, ça paraît... Voilà. Moi, top 6, t'as pas forcément l'avantage du terrain. Oui, pardon, top 4. Qualifié direct en play-off. Et peut-être même avec l'avantage du terrain. On va le formuler comme ça. Ils sont dans la bonne dynamique pour. Même sans Wemby, il y a eu des matchs très convaincants. Attends, carrément, sans Wemby, ils sont très bons. On voit... Fox, t'es bien placé pour en parler, tu connais la bête, mais le renard, c'est un bon meneur de NBA. Castle, super, on peut critiquer. C'est lui qui m'impressionne le plus. On peut critiquer un peu parfois le manque de réussite, les choix de shoot ou quoi, mais alors il bosse tellement des deux côtés du terrain, et puis à la création il est bon, puis en défense il est bon, et puis il met de l'énergie dans tout ce qu'il fait. Non, vraiment super joueur. Le jeune Dylan Harper, le rookie, quand il sort du banc, talentueux de ouf. Leur banc, il est super. Leur banc, en gros, c'est Dylan Harper sur ligne arrière, Cornet ou Olynyk selon à l'intérieur. Selon si y a Wemby et ou puis pas. il rajoute un peu de Champagny pour prendre des 3 points dans les coins.
Ouais. Harrison Barnes, super. Keldon Johnson, Et Keldon Johnson. c'est une vraie saison. Keldon Johnson qui a accepté d'avoir un rôle. On se rappelle, il était quand même à 20 points par match avant Wemby. Qui est en fait hyper dynamique en sortie de banc et tout. Et vient se battre au rebond, vient bully les adversaires. En défense, il est pas toujours. Enfin, c'est pas le joueur le plus rigoureux et tout en défense, mais il se donne. Il s'est amélioré là-dessus. Et puis 3 points, rebond, bien. Et au final, tu as une équipe que je trouve très équilibrée justement entre l'attaque et la défense, la création et des joueurs un peu plus, on va dire, Wemby, mais même aussi finalement, Castle peut te débloquer des situations par le 1 contre 1. On l'a vu plusieurs fois et tout, donc à la fois collective, Fox, mais qui a quand même des gros ingénieurs, Fox, etc. Et Dylan Harper aussi. Ouais. Les 3 en fait. Ouais. Castle, Fox, Harper, les 3 ils peuvent te débloquer des situations un peu pourries via du 1 contre 1 ou des gros tirs. Les 3 sont capables de créer, je trouve, vraiment bien pour les coéquipiers. Les 3, une fois que ça a fait la différence, ça peut soit kick out, trouver la bonne passe à l'intérieur, les lobes, tout ce que tu veux. Ça c'est vraiment très intéressant. Leurs ailiers font le boulot. C'est des catch and shooters qui défendent. Voilà, à terme, c'est vrai que t'as pas un ailier All-Star, etc. Mais entre Barnes, Champagny, finalement aussi, Keldon, on se rend compte que Keldon Johnson, Vassell joue souvent finalement petit 3, on va dire, mais ça va. Dans cette NBA actuelle, de toute façon, il y a de plus en plus de coachs qui composent avec des arrières qui jouent. Enfin, le poste 2-3 ont tendance à se mélanger, je trouve. Vassell qui vient de se faire une petite blessure, non, ou c'est moi? Et Ouais, Devin Vassell. Bon, ça va, hein, c'était une petite blessure. Il va peut-être rater un match ou 2, peut-être, on verra. Ouais. Castle Vassell là. Ouais. Mais moi je suis très très impressionné, vraiment coup de cœur. Alors dans les Spurs en plus, vrai coup de cœur pour Stephen Castle, je trouve. Super. Et les Spurs, honnêtement, je trouve qu'ils font partie de ces équipes jeunes où là ils sont en train de griller des étapes. Et ils les grillent, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà, à mon avis, des attentes de pas mal de gens. Ils sont au-delà. On va voir s'ils arrivent à tenir ce rythme sur la deuxième partie de saison. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font sans qu'on ait forcément l'impression non plus qu'ils sont en sur-régime. Ils le font, ils nous surprennent. Les jeunes sont plus forts que ce qu'on pensait tout de suite. Fox, on avait un peu zappé. Là, les rumeurs de oui, il faut trader Fox et tout. Là, je pense qu'il y en a beaucoup moins là tout de suite. Là, je pense que il a raison. Je pense qu'il faut toucher le moins possible à cet effectif. Premièrement, et deuxièmement, Fox, il fait le taf. Ouais. Il fait grave le taf. Et en plus, je pense qu'il est bénéfique à des jeunes joueurs comme Castle ou comme Dylan Harper, par exemple. Je pense que c'est vraiment pas mal pour eux d'avoir un meneur qui a déjà vécu des trucs, qui est déjà au niveau All-Star en fait. Puis c'est bête, mais après ces années de galère aux Kings, là il a l'air heureux, épanoui comme tout, il sait qu'il va jouer les playoffs et tout. On verra. Et là on n'est pas dans un apéro hot tech ou quoi, mais les Spurs, moi je commence à me dire, et je pense que je suis pas le seul, et l'Ouest commence à les regarder en disant va falloir se les farcir en playoff. Moi t'as pas envie, surtout que Wemby. Ok, là, Wemby a du mal à retrouver le rythme. C'est-à-dire qu'il a eu sa blessure au mollet. Il est revenu, mais du banc, en jouant quoi, 22, 23, ça me fait triper quand 25 minutes. Mais l'autre, il a envoyé quand même des trucs assez sales en sortie de banc. Quand il voit OKC et Chet Holmgren, l'autre, il voit rouge de ouf. Et il a juste envie, c'est de les humilier. Il a haussé le ton d'ailleurs, même en conf de presse et tout, il assume un côté un peu plus trash talk fort, méchant, on va dire ça comme ça. Ouais. Il a vraiment la mentalité, il se comporte vraiment comme le patron d'une franchise jeune, enfin d'une équipe jeune qui a des grosses ambitions et c'est assumé. Donc ça c'est vraiment bien. Et l'autre côté de la médaille de ces Spurs, c'est le côté Thunder, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment calmé le Thunder. Le Thunder était en feu de malade. On savait pas qui allait pouvoir les fumer et tout. Les Spurs viennent de les fumer 3 fois, c'est-à-dire qu'ils ont 6 défaites, le Thunder. La moitié, c'est 3 contre San Antonio. Et c'est Shai, non, qui dit c'est simple, c'est une meilleure équipe que nous, ou un truc comme ça. Il a dit ça, Shai. Une déclaration qui est plus ou moins comme ça. Shai, il a dit ils jouent mieux que nous. Quand ils vous battent aussi souvent, c'est qu'ils ont une meilleure équipe et tout. Bon, ça, après, faut voir le niveau d'intox qu'il y a là-dedans et tout. Sûr. Mais il faut constater que, c'est vrai que avec Wemby dans la raquette, ils ont une arme qui fait vraiment chier le Thunder, et avec leur multitude de guards qui sont capables de faire des différences, l'attaque des Spurs arrive quand même à performer de manière très sérieuse face à la grosse défense extérieure du Thunder. Donc ça, c'est un sujet. Là, puis leur défense contre Oklahoma, étouffante et tout, vraiment un niveau défensif. C'est là où j'étais peut-être le plus convaincu par ce qui arrive, c'est-à-dire les playoffs, en disant mais s'ils défendent, ils sont déjà capables d'avoir une vraie intensité défensive qu'on devrait retrouver en playoffs.
Et puis surtout, ce qui est intéressant, vas-y, continue. Je cherche le. Moi, j'ai hâte en fait. J'ai vraiment hâte de voir les Spurs en playoff, d'en savoir un peu plus. Et puis surtout, tu te dis que là, c'est finalement l'année 2, 3 du projet Castle, Wemby, etc. Ils vont faire que progresser normalement. Normalement. Ah bah normalement. Tu sais que ça commence à être flippant cette histoire. Ça commence à être flippant. Faut que Wemby reste en forme, mais oui, ça commence à être flippant. Et ce qui est intéressant là, je mets le calendrier. Vous voyez là, je mets le calendrier récent du Thunder à l'écran. On s'aperçoit que donc il y a les 2 défaites là contre San Antonio. Où quand même, on parle quand même d'une défaite de 20 et une défaite de 15, donc c'est quand même des défaites sérieuses. Il y a eu la défaite juste avant, quand même, faut pas oublier que Minnesota est allé en mettre une dans un match serré qu'ils ont gagné dans le Money Time face au Thunder, et il y a Phoenix qui vient de gagner, là, au moment où on fait cet apéro, c'était la nuit dernière. Phoenix vient. Avec le 3 points de Booker. Juste avant, il y a Dylan Brooks qui les met à +4. Il reste même pas 30 secondes. Et pourtant, il y a panier de Shea, panier de Holmgren sur un rebond offensif et panier de Jalen Williams où ils reviennent et tout. Et après, Booker met un shoot de grand malade mental sur la tronche d'Oklahoma City. Mais dans les matchs serrés, tu sais, l'année dernière en playoff, on en avait parlé, on a dit le Thunder, faut les pousser dans leur retranchement et tout. Ils ont montré que dans des matchs serrés, ils étaient capables d'en prendre et tout. Ça reste quand même leur petit truc où, depuis le début de saison, ils ont beaucoup défoncé les adversaires. On a dit Shea, il fait des stats de malade en 3 quarts temps. Il joue pas le 4e souvent et tout machin. Dans les matchs serrés, ce Thunder va devoir trouver des solutions offensives qui changent, trouver les moyens de défendre, par exemple la défense où ils font beaucoup de prises à 2 et d'aide, où ils essaient de faire lâcher le ballon et tout, sauf que quand il y a une équipe comme les Spurs où il y a plusieurs mecs en feu, ou comme les Suns la nuit dernière où Jordan Goodwin s'est régalé, il met 25 points. 25 points, il met 8-3 points je crois. 8-3 points je crois. Enfin, tu vois, parce que extra passe, et t'as envie d'être sur Booker, tu les bats par le mouvement, t'as envie d'être sur Brooks éventuellement, mais en fait en 1 ou 2 passes, et même si les joueurs extérieurs du Thunder sont extrêmement forts en recover, en close-out, vous appelez ça comme vous voulez, mais ils sont vraiment très très forts pour boucher les trous et occuper l'espace, ça reste la NBA, et si le mec a le temps de dégainer et il commence à être un peu en feu, en fait ça commence à tomber dedans. Donc en fait c'est intéressant de voir comment certaines équipes trouvent des solutions dans les matchs serrés face au Thunder. Ça, c'est un enseignement, pas la défaite, mais en gros qui a été mis en avant à fond pendant cette période de fête par les Wolves. Ils ont perdu 4 fois depuis. Ouais, c'est ça. C'était quand les Wolves ? Ils perdent 3, ils font 3 défaites en 4 matchs. Les Wolves, c'était le 20 décembre. Et donc, ils ont perdu depuis le 20 décembre, là, donc depuis 2 semaines, ils ont perdu 4 fois. Les mecs avaient perdu 2 fois en 2 mois. Et là, ils viennent de perdre 4 fois en 2 semaines. Et la meilleure saison de l'histoire, le fait de pouvoir gagner plus de 72, 13, 14 matchs, ça commence à être compromis. Là. On en parlait, ils sont à 6 défaites, 30 victoires, 6 défaites. Il va falloir perdre que 2 fois, là, si tu veux aller au chercher moins, le record. Plus trop les Spurs. Non, normalement, il doit rester un match, je pense. Ils doivent avoir 4, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Et bon, bref, en tout cas, c'est mal parti. On en avait fait tout un apéro, on se posait la question. C'est typiquement le genre de truc qu'il faut éviter. Une streak de 2 semaines où tu veux faire quoi? Tu veux scroller vers le haut, si jamais il y a des Spurs. Scroll vers le haut. Ah oui, non, vers le bas, pardon, t'as raison. Là, San Antonio Spurs, leur reste le 5 février, le jour de la deadline. Voilà, très bien. Dans un mois. D'ici là, on verra où en est le Thunder. Le record, ça paraît compliqué. Maintenant, ils sont quand même toujours bien en tête de l'Ouest. Et ça m'emmène, vers un deuxième sujet. Je veux bien ton ressenti, ton avis là-dessus. C'est qu'une des équipes à l'Ouest où on se disait eux, vu comment ils jouent, vu l'effectif, vu le bon boulot cet été, profondeur, banc, complémentarité, équilibre, tout ce que tu veux, les stars, Jokic en feu et compagnie, les Nuggets, là ça enchaîne les blessures. Bon là, ils ont perdu, mais Aaron Gordon est revenu en sortie de banc. Aussi. Christian Brown, ça revient, mais ça va... le problème c'est que tu as perdu Jokic. Alors il a évité le pire, vous avez tous vu l'action, le genou, il y avait une vraie frayeur. Il est absent en gros jusqu'au All-Star Game. Ah ouais, il est absent au moins 4 semaines. Il est réévalué dans 4 semaines, donc voilà. Il risque de pas jouer le All-Star Game d'ailleurs. Non, il y a des chances qu'il joue pas le All-Star Game. Bon, ça, on n'est pas là encore. L'ironie du sort, on va dire, c'est que le match suivant, Valanciunas se pète. Ouais. Donc en fait, ils perdent leurs 2 pivots coup sur coup. Ce qui fait quand même un petit trou sur le poste de pivot tout simplement. Entre temps, ils récupèrent Aaron Gordon qui peut jouer éventuellement. Enfin, à voir comment ils font.
Bah là, ils ont perdu Brooklyn. Aaron Gordon sortait du banc. Ouais. Christian Brown a fait son retour en titu. Jamal Murray a mal shooté, mais il a envoyé 12 ou 15 passes d'ess. Enfin voilà, il essaie de faire ce qu'il peut. Le problème des Nuggets là depuis le début de saison, ça joue bien, ça attaque très bien. Sauf qu'en fait, ils ont été complécants en fait, les mecs. C'est ça. Ils ont été complécants, donc ça va être un sujet pour eux sur cette deuxième partie de saison. Pas trop perdre, pour pas trop slider. En fait, c'est ça, faut pas glisser trop bas. Et Tiens, je te mets le classement sous les yeux là, regarde-moi ça. Ils sont 4e. Ouais. Ils sont 4e, mais ils ont que un demi-match d'avance sur du Rockets ou du Wolves, donc ça veut dire que tu perds une fois, les mecs gagnent, bah t'es derrière, t'es 6e. C'est ça. Ils ont une avance de 2 matchs seulement sur les Suns. Après, pour moi, le groupe Suns-Warriors, et encore à moindre mesure, Blazers-Grizzlies, on va venir après sur les plus bas, encore Clippers-Mavs, mais disons que je les mets quand même une catégorie en dessous, même si j'adore mes petits Suns et qui me font kiffer. Non, mais c'est vrai qu'il y a saison. une hiérarchie qui commence à se... T'as ce groupe de 6 là. Phoenix en fait a l'air d'être le leader du reste. Ouais. En dessous du groupe de 6. Disons que sur un malentendu, si une infirmerie trop blindée commençait à faire perdre trop de matchs à une équipe au-dessus, les Suns sont candidats à être dans le top 6. Non, c'est vrai que si quelqu'un chute dans les top 6, c'est pour Phoenix normalement. A priori, ou pour Golden State. Mais après Golden State, parfois il y a vraiment des très hauts et des très bas. Très irréguliers. Ouais. Puis ils n'ont pas de comment dire. Curry a jamais semblé aussi esselé en fait. Sur le terrain, etc. Et tout, je trouve Draymond Green a vieilli. Alors leur calendrier était un calendrier de bâtard depuis le début de saison. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Et puis ils risquent à la trade line de bouger, mais il faut voir encore comment. Ils sont petits. Ils n'ont pas de vrai pivot. Ouais, et puis Butler, c'est le Butler de régulière, quoi. C'est pas toujours voilà. Butler, donc aussi fou que ça puisse paraître, et on n'a pas encore fait la vidéo, j'aurais jamais cru pouvoir dire que, mais là je peux déjà vous en caser un, moi j'aurais jamais cru pouvoir dire que les Suns allaient proposer plus de garanties que les Warriors. T'es devant un match des Suns, tu sais comment ils vont jouer, tu sais qu'ils vont se la donner, tu sais qu'il faut faire super gaffe à Booker, et puis Dillon Brooks peut être en feu, et il y a Royce O'Neal ou Gillespie ou Goodwin qui vont quand même te mettre des 3 points de ça, tu le sais, c'est là les pivots. Ils ont rajouté de la taille beaucoup là, Mark Williams, Oso Ighodaro qui vient et tout se battre. Bon, ils utilisent pas trop. Et il se développe bien, Oso Ighodaro. Bah ouais, il est intéressant. Donc Ryan Dunn, tu sais à quoi t'attendre en fait quand tu vas te mettre devant un Magic Suns, ce qui n'est pas le cas pour les Warriors. Et pour en revenir aux Nuggets, c'est ça que je voulais montrer au départ quand je voulais montrer le classement, c'est que t'as pas une avance de fou sur les mecs derrière toi. L'écart peut assez vite se creuser sur les mecs devant toi. C'est-à-dire que si San Antonio enchaîne quelques wins, le Thunder aussi, pendant que toi tu perds des Brooklyn ou quoi. Tu peux te retrouver bloqué 4-5e quoi. Exactement. Et donc ce qui serait quand même ennuyeux pour une équipe avec de grosses ambitions comme les Nuggets, et ce qui est assez intéressant pour la suite des playoffs, c'est que par contre, si là tu vois on voit Christian Brown qui revient, Gordon qui revient, donc on croise les doigts, on espère que ça va bien se passer pour eux. Jokic, faut qu'il se soigne, mais a priori c'est une blessure, faut qu'il prenne le temps et tout, mais Jokic va se soigner, on espère bien qu'il va revenir bien comme il faut, tout ça. Après il va y avoir aussi Cam Johnson, faut pas l'oublier, qui est quand même une pièce sur laquelle ils ont misé cet été, donc ils ont pareil, ils n'ont pas été au complet, donc intégration un peu compliquée de Cam Johnson, mais ça va déjà mieux. Mais on sait que c'est un joueur intelligent et que c'est un joueur de collectif, et donc ces Nuggets, même s'ils finissent 5e, 6e ou quoi, mais qui sont complets. Bah oui. Et puis avec un Jokic entre guillemets en forme, parce qu'il aurait eu un peu des vacances. Vacances. Quand t'es blessé, je sais pas si tu te reposes tant que ça. T'es quand même en rééducation, t'es blessé. Tu te reposes peut-être un peu mentalement, un peu, parce que t'enchaînes pas les matchs. Je trouve ça pas si mal qu'il ait une pause. Alors, en tout cas, c'est mieux qu'il l'ait maintenant. Vaut mieux qu'il se blesse là à 4 semaines. Grave. Plutôt que début mars, ça c'est sûr. Il peut remettre la machine en route pile pour justement être au top. Ça c'est sûr. Au bon moment. Et donc ça va être intéressant à suivre, parce que est-ce que les Nuggets vont beaucoup slider ? Ça c'est vraiment un fait qui vient de se passer. C'est-à-dire que est-ce que les Nuggets vont beaucoup slider à cause des blessures ? Est-ce qu'ils vont slider juste un peu et que du coup tu te retrouves, tu fais une très bonne saison à l'Ouest. Oui, t'es 3-4 quoi. T'es les Rockets ou t'es les Lakers, t'es 3e, ou même les Spurs. T'es les Spurs, t'as pas envie de jouer les Nuggets au premier tour playoff, putain. Même avec l'avantage du terrain, t'es saoulé. T'es évidemment saoulé. Donc ça va être vachement intéressant à suivre, et c'est l'infirmerie, c'est les blessures des Nuggets qui provoquent un peu cette situation. On est bien parti sur l'Ouest. On a c'est ça, on est un peu autour du podium à l'Ouest là. J'en ai un autre du coup pour toi à l'Ouest. Kawhi is back.
Kawhi is back. Alors pour autant, il y a eu les Clippers aussi du coup. Ouais, il y a eu des victoires assez convaincantes avec. Alors il en fout 55 contre Détroit, victoire au bout. Lourd. Et ce qui met à Détroit, c'est ça. Il y a eu peut-être des victoires un peu contre des moins grosses cylindrées. Ça bat Portland, ça bat les Kings. Ça bat Utah, non? Ça bat Utah. Utah, il en met 45 aussi. Mais c'était tellement le marasme que en fait les voir gagner comme ça 4 matchs sur 5 à peu près, c'était ça un moment et tout. Après ils partent de loin. Là on les voit, ils sont 12e, Alex, ils sont en dessous de Dallas quand même. Voilà. Ils sont 12e là. 12 victoires, 22 défaites déjà. C'est ça, tu vois, 22 défaites. Ils ont 10 matchs de retard sur le top 6. C'est beaucoup. Ils devraient accrocher le play-in. Si Kawhi est comme ça, moi je demande à voir parce que les résurgences pendant un mois, Kawhi est de nouveau le meilleur ailier de la ligue et puis en fait il se répète et puis en fait c'est fini. On la connaît un peu l'histoire, j'attends de voir. Ce qui est intéressant. Kawhi bon en janvier, très bien, hein, bon à Noël, mais c'est pas maintenant, voilà. Non. Et ils vont partir de loin, quoi. Alors complètement. De toute façon, quand tu perds autant au début de saison et que tu foires autant ton début de saison, tout devient plus compliqué. Maintenant, donc ce qui est intéressant, c'est le Kawhi is back. Kawhi, on verra, pareil, on croise les doigts, on veut que ça tienne. Ce genre de joueur, on a envie de les voir jouer. Il est assez incroyable quand il est en feu comme ça avec tout. Il y a Brook Lopez qui a fait un gros match aussi. Mais tout va mieux en fait, défensivement notamment. Brook Lopez, c'est un peu mieux. On voit du John Collins mieux. Bon là, il y a Derrick Jones Jr. qui s'est blessé, mais Nico Batum super. La défense globale, le collectif et Harden qui continue. À être bon, c'est-à-dire que là il est un peu plus dans l'ombre de Kawhi parce que l'autre fait des performances de gros monstres et pendant ce temps-là Harden il envoie sa vingtaine de points, il envoie de la passe d'ess, c'est lui le métronome hein. Non mais on voit l'équipe telle qu'elle a été entre guillemets pensée, c'est-à-dire Harden n'est pas censé être aussi dominant et c'est Kawhi le franchise player. Normalement c'est Kawhi le moteur et tout, et c'est vrai que tout de suite l'équipe a plus de sens quand Kawhi est bon, et tu te dis même parce qu'ils ont une certaine défense et tout que équipe potentiellement chiante à jouer, Kawhi etc. Oui. Pour ça, par contre, il va falloir remonter plus. Ouais, puis la saison encore longue, Ah oui, non, mais il y a encore beaucoup de matchs pour viser. Mais au moins, ils ont trouvé un début de dynamique. Même si là, ils viennent de perdre. Ils se sont fait fumer fort. Contre qui? Les Celtics. Alors, on va parler des Celtics. On va venir à l'Est. Mais ils se sont fait fumer par les Celtics de Jaylen Brown. Voilà, le candidat MVP. Bah, écoute. Et on va en parler, mais... Et voilà, et allons-y. En tout cas, oui, mais... 5 victoires de suite, une défense qui va mieux. Là, tu perds contre Boston. On va voir comment ils vont rebondir derrière. C'est une équipe expérimentée, avec beaucoup de joueurs qui ont déjà vécu beaucoup de choses dans la ligue et tout. Donc, ils partent de très loin. Jusqu'où ils peuvent monter? Moi, je suis sûr qu'ils vont monter. Genre, tu disais, ils vont aller au play-in. Franchement, s'ils vont pas au play-in, c'est une déception de malade. Je demande à voir. Arrête tes conneries. Arrête. Memphis ou les Blazers. Touche du bois, mais une blessure de Harden ou Kawhi à moi, c'est fini. Tu vois. Pour moi, Memphis ou les Blazers sont des moins bonnes équipes que ces Clippers. Normalement. Pour moi. Normalement, donc sur la longueur, parce qu'il reste quand même encore une cinquantaine de matchs, quoi, entre 45 et 50 matchs. Ouais, ils devraient pouvoir remonter 8-9, allez, je te l'accorde. Ils en ont joué 34, donc 34, il leur reste 48 matchs à nos amis les Clippers. Et là, j'ai sous les yeux, Portland a joué 36 matchs, donc il reste 46 matchs. Bref, tu vois, il reste quand même pas mal de matchs. Donc sur la longueur de ce genre de truc, normalement, je vois bien les Clippers être capables, ok, ils vont perdre un peu, mais de faire 4-5 victoires de suite, puis boum, ils t'en perdent un petit, mais tu recommences, tu vois. Okay. Et donc, regratter, genre là, ils partent de loin, mais si ça se trouve, ils sont capables d'aller à 50% de win. Et donc d'être dans l'espèce de groupe Phoenix, Warriors, d'être en 7, 8, 9, 10, quoi. Parce que là, l'équilibre pour l'instant, c'est les Warriors, quoi. L'équipe qui a le bilan le propose de 50% à l'ouest, c'est les Warriors, t'es 8ème. Ouais. Est-ce que c'était Chris Paul le problème? En vrai, bonne question. Là, l'expérience tendrait à dire que oui. Après, il y a peut-être aussi une conjonction d'éléments qui font que. Après, moi, j'étais pas dans le vestiaire. Moi, j'ai pas du tout kiffé la manière dont ça s'est fait. Pendant un déplacement, on te renvoie chez toi, alors que le mec. Puis Chris Paul qui s'empresse de le dire sur les réseaux aussi, en mode je viens de me faire virer. Bon. On a compris que c'était peut-être pas tout à fait comme ça non plus que ça s'est passé. Ou au moins que Chris Paul, il voulait aussi. Couper l'herbe sous le pied à certaines discussions, tu vois, qui lui auraient pas forcément plu. Mais en gros, lui et Tyronn Lue se parlaient plus, donc je pense qu'il fallait quand même sentir que c'était pas, il était pas en hauteur de sainteté, quoi. Donc, est-ce que c'était Chris Paul le problème? Peut-être. Est-ce que c'était aussi une conjonction d'éléments qui fait que l'équipe devait se mettre en route? Certainement. Oui. Maintenant, le problème, c'est qu'elle se met en route, elle part de très loin. Donc, parce que les mecs viennent de gagner 5 fois sur leurs 6 derniers matchs, ils sont quand même qu'en 12-22, quoi. C'est chaud. C'est là où tout de suite ça m'a fait relativiser en me disant alors imagine s'ils n'avaient pas eu en plus cette série de wins, tu vois. Ils ont vraiment tellement planté leur début de saison. Donc après,
ça va être très intéressant à suivre. C'est au moins l'enseignement de ces petites vacances de Noël là, c'est que les Clippers sont peut-être pas tout à fait morts. Les Clippers sont pas tout à fait morts et ils ont en Kawhi et en Harden 2 très gros joueurs qui, si bien encadrés avec une défense qui tient la route, les rendent dangereux tout de suite. Maintenant, on verra jusqu'à quel point. Ça se trouve, ils vont nous faire une série de victoires de malades et en fait, à la deadline, on est là en mode bon. En fait, les Clippers, ils vont pas bouger à la deadline parce qu'ils ont l'équipe. Puis ils sont capables, sur un match de play-in, si Kawhi est là, t'as pas envie de les jouer. Hein. Moi, je les avais mis genre 5-6e en preview avant la saison. Moi, je les avais mis playoff direct, ça, je suis sûr. Tu vois, donc quand même. Ouais, non, mais ça semblait cohérent. Le niveau de jeu qu'ils ont montré là récemment sur les quelques matchs, voilà, exactement. Le niveau de jeu qu'ils ont montré là récemment va dans ce sens. Mais après, il faut le tenir sur la longueur. C'est un peu le problème des Clippers. Pour finir sur les Clippers, puis remarque très bête, hein. Puis quel plaisir de voir Kawhi à ce niveau-là. Je me suis fait quel joueur quand même. Alors c'est une version un peu plus robotique des Kobe, Jordan, etc. et tout, mais quel plaisir à avoir joué. Il est plus grand, il est plus costaud, il est plus lourd. Il est un peu plus lourd. Et puis en plus avec les nombreuses blessures qu'il a eues, son footwork est encore là, mais c'est un peu moins fluide que ça n'a été. C'est un mauvais robot que je suis en train de faire, mais il est plus raide. Par contre, mais quand même propreté, efficacité. Les mid-range là, spouk. Il est incroyable. Même les gros 3 points et tout. Dernier petit sujet à l'Ouest. Petit costaud, mais costaud. Russell Westbrook rentre dans l'histoire. Et on était là en train, pareil, entre les huîtres et la dinde. Ouais, c'était juste après Noël. Là, c'est tout frais. Hein. Russell Westbrook rentre dans l'histoire en devenant le point guard qui a mis le plus de points dans l'histoire. C'est-à-dire depuis le début que l'NBA existe. Dans l'histoire de l'NBA, son total de points est plus haut que Jerry West. Il passe Oscar Robertson. Jerry West, il y a beaucoup de gens qui le mettent en garde, mais bon, on s'en fout. Oui, c'est Oscar Robertson qui passe. Il passe Oscar Robertson. Oui, pardon. Oscar Robertson. On regardait tout à l'heure avec Simon. Steph parce que n'est pas loin, bougez pas, je vais vous retrouver ce qu'on regardait, là, le classement des scoreurs. J'espère que j'ai gardé voilà, ici. Je t'avoue, quand j'ai vu la news sur le moment... Je l'ai, comment dire, je me suis dit, oui, c'est sûr, mais je me suis quand même dit, c'est bizarre, enfin je sais pas comment dire, j'avais envie de vérifier, et ma première pensée était de me dire à quelle distance est Steph. Il est là, Russell. Là, j'ai pris la colonne NBA, parce qu'après il y a NBA et ABA, on peut prendre les deux, mais en NBA, il est 15e avec aujourd'hui, au moment où on parle, 26 732 points. Il vient de passer Robertson, et le meneur le plus proche là derrière, c'est un certain Steph Curry qui est vraiment pas loin. Hein. Il y a 600 points d'écart entre les deux. Donc c'est vraiment, c'est des points, mais c'est pas non plus à voir. Hein. Si Westbrook continue à jouer, c'est marrant cette course. C'est drôle. Et on disait il y a quand même Harden au-dessus. Après c'est vrai qu'Harden. Deuxième arrière, mais quelques saisons où ça joue. En tout cas, dans le rôle, il est un peu meneur. Aujourd'hui, tu le mets meneur. Fut un temps, il scorait beaucoup. Il jouait quand même à côté de meneur. Il a joué à côté de Westbrook, il a joué à côté de Chris Paul. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que. Non, mais point de garde pur, Westbrook. Point de garde pur, Westbrook est le plus gros scoreur. Westbrook est également le plus gros rebondeur des point de garde purs. Oui, ça c'est moins surprenant, mais quand même, ça veut dire le mec est meilleur rebondeur et passeur à sa position d'histoire. Pas rebondeur et passeur, rebondeur et scoreur. Rebondeur et scoreur. Non, passeur c'est chaud. Mais en passeur. Mais il est pas dégueulasse. Il a plus de passes que Magic Johnson en carrière. Il a plus de passes qu'Oscar Robertson. Il a plus de passes que Isaiah Thomas. Enfin, attention. Et en rebond, moi, après le scoring, oui, c'est un truc de. Moi, je pense quand même que Curry va le passer, perso. Mais bon, après, on verra. Je pensais qu'il y avait plus d'écart, mais je pense que Curry va le passer parce que je pense que le jeu de Curry va encore se traduire par du bon scoring pendant encore peut-être 2 saisons, tu vois. Je pense Westbrook, ça va dépendre. Mais là, il s'offre une résurrection. Non, mais depuis Denver, il joue et les Kings là aussi, à chaque fois il joue 30 minutes quoi. Il joue hein. Il a fait quoi? Il a fait 3-4 triples. En plus les Kings, on sait pas ce qui va se passer, on verra et tout. Si, on sait, on en parlera plus, on sait très bien. D'ailleurs les Kings qui ont quand même lui et DeRozan qui ont 2 des 5 joueurs là actuels les plus prolifiques en termes d'histoire de scoring dans l'histoire. Non mais c'est un peu bizarre. C'est extraordinaire. Et le rebond, je répète, le point guard avec le plus de rebonds, ça à la limite. Il y a des bons rebondeurs chez les point guards, mais Westbrook est tellement exceptionnel. Mais ça veut dire que du coup, chez les point guards, il a plus de rebonds que Magic, justement, ou des gars comme ça. Mais surtout, quand tu regardes dans le classement des rebonds, Westbrook, il a plus de rebonds en carrière que Chris Webber. Ou que Sean Kemp.
ou que comment c'est Willis Reed, tu vois. Que Willis Reed. Oui, non, c'est n'importe quoi. Donc c'est tellement Westbrook, je trouve, d'être une espèce d'anomalie il numérique. Il a plus d'interceptions que Allen Iverson ou Kobe. Donc il a plus de faudrait voir, faudrait bien trouver les bons noms, mais il a plus de points que Curry. Il a plus de points de rebonds que Willis Reed. Il a plus de points que Dominique Wilkins ou Tim Duncan. Il a plus d'interceptions que Iverson ou Kobe. Il a plus de rebonds que Weber, Kemp ou qu'est-ce que j'ai dit, Willis Reed. Après il a plus de rebonds que Kwame Brown aussi. Oui, non mais en mais gros, quand tu faudrait prendre le meilleur joueur effectivement qui te dépasse, c'est assez surprenant. Ouais. Ah toi, Dominique Wilkins au scoring, bouge pas. Ouais, c'est ça, tu vois, il est là. Similé quelques. Non, mais là, il est devant des Pierce, des Duncan. Regardez le scoring, pardon. Mais genre là, il y a Wilkins, Duncan, Pierce, Havlicek, derrière Kevin Garnett, Vince Carter, Alex English, tu vois. Genre, en plus, Westbrook, bon, on peut penser quand même que là, il va faire Olajuwon. Mais c'est ça. Il n'y a que 200 points, il va le faire. Au-delà du côté meneur, machin, si on raisonne pas, il est 15e meilleur scoreur de l'histoire NBA. Il peut faire Elvin Hayes. Il peut faire Moses. Après, on verra. Ça dépendra combien de temps il reste encore. Il est à 1500 de Melo. Il est à 1500 de Melo. Ouais. Il est à 1500 de Melo. 1500, ça commence à... Faut scorer, quoi. Faut mettre 20 points par match pendant 75 matchs. Alors, je l'aime bien aux Kings, hein, mais je sais pas si on va le faire jouer encore 7 ans, quoi. Donc, mais en gros, genre, si ça se trouve, Russell Westbrook va terminer, genre, pas si loin que ça du top 10 des scoreurs les plus prolifiques de tous les temps. Ah, c'est ouf. Et rebondeur, machin, et interception, tout ce que j'ai dit. Donc non. Russell Westbrook, en ce Noël 2025, est rentré dans l'histoire. Moi, ça me fait plaisir. C'est un joueur que je kiffe. C'est triste. Les dernières saisons, c'était triste de le voir errer là aux Lakers, c'était l'enfer. Aux Clippers, vite fait. Même si il leur gagne un match, non, c'est aux Nuggets. Il leur gagne un match contre les Clippers, mais il leur coûte aussi. Des Westbrook, moments... il gagne, il coûte. Hein. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Recette dépense, Westbrook. C'est une sorte de tourbillon, donc après tu sais pas exactement comment ça tombe et tout. Mais je t'avoue que là, aux Kings, il a quand même une espèce de alors toujours le volume de jeu, mais surtout d'enthousiasme et de façon de jouer. Pour les jeunes, c'est super. Ouais. Bah c'est Maxime Reynaud qui arrête pas de dire qu'il lui parle tout le temps, il dit j'ai besoin que tu te mettes là et tout. Alors aussi, il veut, c'est pas décisif, hein. Il lui dit quand t'as la balle, tu shootes. Hein. Quand je te la donne, tu shootes. Je sais plus dans quel match c'était là. Westbrook à un moment sur un drive, enfin bref, un drive avec écran de Maxime Reynaud, et Maxime Reynaud il roule, mais il a pas tout à fait bien, il voit pas bien Westbrook. Et en fait, Westbrook il a un angle de passe. Westbrook c'est un passeur de ouf. De toute façon, tu deviens pas surtout vers les grands. Tu deviens pas un plus gros passeur en volume que Isaiah Thomas et Magic Johnson comme ça. Donc voilà. Et là, Westbrook fait la passe. Maxime Reynaud rate son catch parce qu'il n'était pas prêt. T'es pas prêt à recevoir. Oh putain, le regard qu'il a pris. Le regard, je veux dire. Il est intense. Hein. Tu baisses les yeux et puis la prochaine fois tu te concentres et t'es prêt à recevoir la balle. Là, tu me dois un dîner, rookie. Hein. En plus, c'est les trucs, c'est marrant parce que tu vois bien, genre ils sont en NBA les mecs, c'est des professionnels, ils s'entraînent tous les jours et tout, machin, enfin tous les jours. Enfin bref, ils s'entraînent souvent, tout ça. Ils ont plein de matchs. Mais nous, c'est des trucs qu'on nous disait quand on était gamin, toujours être prêt à recevoir la balle. Au basket, toujours être prêt à recevoir la balle. Surtout quand tu joues avec Westbrook, parce qu'en là, tu vois bien que Westbrook il lui dit. Non mais tu vois par exemple hier défaite contre les Bucks, mais il se colle Giannis en défense, il y va, il pique des ballons, il saute partout, enfin voilà, c'est une expérience de toute façon. C'est un joueur historique. Faut accepter, j'ai mis du temps à l'accepter, c'est une expérience assez unique. C'est un joueur historique dans l'histoire du jeu, un des greatest hein. Parce que finalement tu vois, on va finir là-dessus sur Westbrook, incomparable. Vraiment, hein. Non, je vois pas incomparable, mais finalement il a quelque chose aussi, je cherche bien mon mot de c'est pas indubitable, mais il y a quelque chose d'incontestable. Tu ne peux plus finalement. Pourtant, moi, je l'ai pas aimé au début. C'est indéniablement indéniable. Voilà, greatest. C'est ça. Il a fini par la volonté. Oui. Mais c'est vraiment l'image du mec qui fonce contre les murs et qui les défonce, quoi. Et là, le fait qu'il passe Oscar Robertson en points et qu'il devienne le point de garde qui a mis le plus de points de toute l'histoire NBA, ça met un coup de crayon sur Westbrook est un meneur historique. Voilà. C'est le meilleur scoreur à sa position, quoi. Et un groupe après, il n'est pas le meilleur passeur à sa position, il le saura pas, hein, parce que Stockton, Kidd, Paul, enfin bref, il le saura pas, mais il sera déjà haut. Oui. Et rebondeur, enfin c'est voilà, ça représente bien Westbrook. Le fait, moi, c'est marrant, ça m'a fait marrer d'aller chercher ça au rebond parce que je disais putain, le mec, il y a quand même un paquet d'intérieur qui ont pris moins de rebonds que lui, quoi, un paquet et des gros. Donc ça, voilà.
Westbrook, ça clôture un peu la partie ouest. Ah, puis c'est très esprit de Noël, Russell Westbrook, finalement. Ouais, et vous avez vu, pour la nouvelle année, on a commencé par l'ouest, parce que d'habitude, on commence toujours par l'est. Puis après, on fait des punchlines, tout ça. On va regarder la vraie NBA, nanana. Donc, merci pour cet apéro. Ouais, non. Là, attention. Maintenant, on va aller à l'est, et à l'est, ça rigole pas du tout. Non. Non. Il y a plusieurs petits sujets que je peux te mettre sur la table, et puis tu me dis ce que t'en penses. Moi, je veux bien qu'on commence par les Celtics tout de suite. Carrément. Dis donc. Alors, ils bénéficient du fait que l'Est, on en avait parlé d'ailleurs tous les deux. Est très ouvert, on en a fait un apéro. Là. Ouais. L'Est est ouvert et il n'y a pas, comment dire, la hiérarchie est encore un peu à définir. Et Boston, finalement, là-dedans, je sais pas si c'est la plus grosse surprise de l'Est, mais bon, ça fait un moment que là, ils sont podium. Enfin, top 4 depuis un moment. Ils sont plus si loin que ça, même des Knicks. Ah non, ils sont là. Ils sont dans le truc, tu vois. Et ça a l'air d'être parti pour durer. Alors, ils ont été très épargnés, je dis pas de bêtises, par contre, pas de blessures, je crois, à Boston. J'ai l'impression que... Assez peu, tout à fait. En tout cas, les cadres, j'ai l'impression qu'il y a toujours... ils sont là, ils sont en forme. Évidemment, Jalen Brown, il y a toujours Derrick White. Peut-être que Keita a raté quelques matchs à un mais moment, il est là, j'ai l'impression. Même après, bon, Mazzulla fait le boulot, mais il a utilisé en début de saison un peu Josh Minott, maintenant il utilise plus Jordan Walsh. Après là, il est bizarre avec Jordan Walsh, il y a Sam Hauser qui récupère du temps de jeu parce qu'il s'est remis à rentrer des tirs aussi, Sam Hauser, donc ça aide, tu vois. Non, mais ils ont une équipe complète là. Ils ont une équipe complète. Alors évidemment, il manque Jason Tatum, donc sur le papier, ils ont une équipe moins talentueuse, quand même, faut pas déconner, que celle qu'ils ont. Parce que là, Brown est tellement fort que maintenant, si tu vas sur certains réseaux sociaux, tu pourrais lire quand même quasiment que tu sais, bientôt Tatum, c'est l'option 4, tu vois. Alors, doucement, on verra quand il reviendra, on verra quand il reviendra si c'est lui le franchise player ou si c'est Jalen Brown ou quoi. On verra aussi quand il reviendra tout court, genre en timing. Ouais. Parce que il y a des rumeurs qui disent que Tatum pourrait être prêt en mars, revenir doucement avant les playoffs, parce que là les Celtics sont partis pour aller en playoffs. Moi je croyais pas du tout. Moi je croyais que les Celtics, ils me surprennent en termes de niveau de jeu, mais même ils me surprennent en termes de mentalité et de stratégie. Et je respecte à fond, je suis trop content de les voir jouer. Mais moi je pensais quand même que Brad Stevens, il avait dégraissé et que voilà, les Celtics allaient dire attends, il y a une draft de port, on va choper un gros rookie, l'année prochaine on revient et tout. Non, il n'y a pas de tanking à Boston, ça fait plaisir. On en a fait tout un apéro avec Bastien. Avant Noël. Exactement, en fin d'année dernière. Et 12 victoires sur les 15 derniers matchs. Ouais, puis convaincante, ça joue bien, c'est gros groupe collectif. Ah bah attends, mais ils ont battu Cleveland. Il n'y a pas de blessés et tout, mais même quand il y a... En fait, ils te sortent entre guillemets du Minott, Lucas Garza, etc. et tout, ça tient la baraque. Regarde le mois de décembre. Non, mais ils ont enchaîné. Regardez le mois de décembre. La 1er décembre, ça commence là. Cleveland, ça dégage. New York, ça dégage. Allez, Washington. Puis leur en foot 45 quoi. Plus voilà, 45. Bonjour la branlée. Los Angeles, pareil, allez, ça dégage. Toronto, bonne surprise cette année. Toronto. Là-bas en plus, client chiant. Il gagne 2 bon, après, tu perds Milwaukee, bon, ça peut arriver à des gens. Tu perds Détroit, ça arrive à des gens cette année, attention. T'en mets 15 à Miami. Et après, tu repars, Miami, Toronto. Puis t'as vu, encore. c'est souvent des double-digit wins quoi. Et Indiana 2 fois, bon voilà. Ça c'est cadeau. Ouais, cadeau. Et là, t'as perdu Portland, mais après t'as fait Utah, Sacramento. Bon, ça c'est des cadeaux. Mais en road trip un peu back-to-back machin et tout, faut les enchaîner. C'est toi qui ai fini le run. Ouais. Des Clippers dont on parlait du renouveau, enfin du qui en met 50. Du comeback avec Brown qui en met une Kawhi aux Clippers quoi. Donc ouais, les Celtics en ce début d'année, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? La santé, mais comme à tout le monde, la santé, on la souhaite à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Genre de continuer à... En fait, en plus, ils progressent le groupe là. Donc continuer à progresser comme ça, et puis un petit Tatum en mars. Ouais, et là, il y a tout l'Est. Et là, il y a tout l'Est qui chie dessus. Ah bah là, attention. Mais tu sais quoi? Pour la curiosité intellectuelle, tout l'Est qui se chie dessus. Par curiosité intellectuelle, moi j'aimerais presque voir de quoi ils sont capables en playoff. Cette équipe-là sans Tatum, ça me ferait marrer. Parce que franchement... Sans pression en fait, parce que du coup s'ils perdent, tout le monde va dire bah oui, il n'y avait pas Tatum. Ouais, mais s'ils vont en finale de conf, tout fera bah ouais, en fait, si ça se trouve, on verra. Et Tatum risque de revenir, honnêtement. Les signaux ont l'air de plutôt dire qu'ils vont tenter en tout cas un retour de Tatum avant les playoffs quoi. Au moment où on parle là, qui est le meilleur joueur de la conférence Est? Alors, question tout de suite assez... Attends. Ouais. Vas-y. Giannis, quand même. Mais en vrai, après, il y a un espèce de match, on en parlait en off. Je t'introduisais aussi d'ailleurs ce sujet parce que, avec la blessure de Jokic, le fait que Lucas a déjà arrêté des matchs. Oui. Je sais plus où j'ai vu passer ça, mais quelqu'un faisait la remarque un peu troll envers la fameuse règle des 65 matchs là. Mais si jamais Shai est un peu ménagé ou même rate des matchs et tout, d'un coup, dans la hiérarchie, on se retrouverait avec un duel Cunningham-Jalen Brown
non seulement pour le titre de meilleur joueur de l'Est, pardon, mais pour le mais MVP, peut-être en même fait. de MVP. Ouais. C'est fou. Parce que là, il est quoi dans les MVP ladder? Il est 5-6, Jalen Brown, 4-5 avec Cunningham, quoi. Bah, en fait, si aujourd'hui, après, faut voir est-ce que tu mets encore Jokic dedans. Moi, je pense que Jokic aura raté trop de matchs avec la règle des 65, donc malheureusement, ça l'élimine. Doncic, ça va être chaud, parce que Doncic, il a des stats. Giannis aussi a raté des matchs. Yanis, il a raté quand même quelques matchs. Après, Yanis, il doit encore être en course, tu vois. Mais il a quand même raté quelques matchs. Et puis surtout, Yanis, il aura jamais le bilan d'un MVP. Ou alors, s'il a le bilan d'un MVP à la fin de l'année, ça veut dire que les Bucks te font une deuxième partie de saison de malade. Que ça, l'Est pas. Oui, ou qu'il y a eu un trade incroyable. C'est un truc de malade. Donc, on verra. Mais Doncic, qui par exemple, lui, pour le coup, pour l'instant, tu vois, est dans le top 3-4 de l'Ouest avec des grosses stats, est un candidat. Mais lui aussi, il a raté pas mal de matchs déjà. Ça va être dur pour lui, à mon avis, d'avoir les 65 matchs. Jokic, ça va être chaud. Après, évidemment, il y a Shai qui du coup devient le ultra favori. Oui, là, avec Shai est les stats, le bilan, machin et tout, le ultra favori à sa propre succession. Mais c'est vrai que derrière, Jalen Brown, même si ça peut paraître un peu rich pour lui, parce que on verra le bilan de Boston, où est-ce qu'il en est en fin de match, on verra si Jalen Brown peut entretenir ce niveau de jeu, mais moi je vois pas pourquoi là, avec le début de saison qu'il fait, je vois pas du tout pourquoi il pourrait pas entretenir ce niveau de jeu. Après il peut toujours se blesser machin et tout, mais il est peut-être un tout petit peu un poil en sur-régime là tout de suite à l'instant où on parle, parce qu'il enchaîne les 50 et tout. Ouais, il est un poil, mais il râlait de pas avoir eu le titre notamment de joueur de l'année à l'Est, qu'il aurait pu complètement voir, je crois, en mois de décembre. Je l'ai vu râler un peu là-dessus. Joueur du mois, pardon. Ouais. C'est Bronson, je crois, qu'il l'a eu. Et après, Bronson, ils ont fait un assez bon mois de décembre, les Knicks, donc ça peut se discuter. Mais oui, complètement. Brown était complètement candidat. Bien sûr. Et en fait, il y a eu une déclaration de Brown, je crois, qui dit lui-même qu'il est le meilleur two-way player de la ligue. Two-way. Donc attaque-défense. Sur les extérieurs, je peux l'entendre. Tout poste confondu, il oublie 2-3 mecs, j'ai l'impression, quand même, dans la conversation. Tout poste confondu, il oublie qui? Giannis. Ouais, et Wemby, quoi. Ouais. Voilà. Et Wemby, attention, parce que lui aussi, il s'est blessé, machin et tout, donc Jalen Brown. Mais Jalen Brown. On parlait de Kawhi, mais Kawhi n'est plus au niveau et est assez présent pour ça. Mais Jalen Brown, sur les extérieurs, je pense qu'il dans cette discussion. Ouais, clairement. Et donc, il porte les Celtics, mais il les porte pas tout seul. Mazzulla fait du très bon travail. Tactiquement, c'est très intéressant ce que font les Celtics. Leur attaque est incroyable. Leur défense, parfois des hauts et des bas, quelques trous d'air, mais globalement, c'est une équipe qui se bat, qui tactiquement est très préparée. Les role-players et tout, on voit bien Neemias Queta, son taf au poste de pivot depuis le début de saison, même si parfois, évidemment, si vous ne regardez pas les matchs des Celtics, ne vous fiez pas forcément au box score pour juger Neemias Queta. Parfois, tu vas avoir, entre guillemets, que 8 points, par exemple, avec 7 rebonds et tout. Ouais, mais c'est la présence. Tout l'impact, la présence, et c'est le pivot qu'il leur faut, il court et tout, enfin bon bref, il est quand même athlétique et tout, donc c'est vachement bien. Derrick White, toujours discret, mais c'est un excellent joueur de basketball. Donc Pritchard en titulaire, bon, tu vois, je l'aime autant en 6e homme finalement, moi. Je me dis que... Moi j'aime bien là, avec Simone 6e homme, Pritchard, Derrick White qui commence, oui, mais là, moi, bien. Je suis les Celtics, honnêtement, si je peux trader Simmons qui est en fin de contrat, remettre Pritchard en 6e homme et avoir un autre style de meneur, ou alors Pritchard reste titulaire et t'as un autre style de gars qui sort du bas court, juste histoire de trader Simmons qui doit avoir une valeur honnête là. Tu vois. Puis c'est pas le contrat le plus cher. Puis surtout ils vont pas le renouveler si il est en fin de contrat, ou alors ils vont le perdre contre rien. On verra, ça se trouve. Ou alors il accepte de rester aux Celtics et de se brader entre guillemets pas cher quoi. Mais il est trop jeune, je sais pas, ça me paraît bizarre dans sa carrière pour faire je pense qu'il est tradable. Pour ça on verra. Mais en tout cas les Celtics continuent. 12 victoires sur les 15 derniers matchs, ils ont passé les fêtes en enfilant les victoires. Voilà. Comme ça c'est fait. Puis la manière, la méthode, le coaching de Mazzulla, l'intensité, le côté, le collectif, la justesse du jeu, c'est quand même... Ils sont, comme disait Simon, ils sont 3e, mais ils sont dans le slip, vraiment dans le slip. Vous voyez ici, là, c'est là le... ils sont dans la petite poche du slip. Ils sont à moins d'un match, ils sont à un demi-match d'écart. En gros, il y a une victoire seulement d'écart. 22 victoires, 12 défaites pour les Celtics, 23 victoires, 12 défaites pour les Knicks. Bataille à venir. Surtout que même Détroit, dans l'absolu, attention, Détroit, tu perds un ou deux matchs de suite pendant que les Knicks ou les Celtics s'enchaînent. Tout de suite, c'est une bataille à 3. Là, on n'est quand même pas sur un truc fini. Et il y a toujours dans cet Est, comme ça, c'est une transition. Pour finir, peut-être. Vas-y. Moi, j'avais une question, mais j'ai l'impression quand les matchs que je vois, tu sais que je me demande si c'est pas la meilleure défense de la conférence. Qui par Buxton, parfois quand ils s'y mettent, avec Détroit. Moi, je trouve pas. Ouais.
Je te mets Tu Détroit. vois là les chiffres, regarde, ils sont 110 points encaissés par match. Ouais, mais attends, on va regarder les ratings. Parce Oui, que oui, ça c'est en... On y va. On Mais va regarder les ratings. moi c'est là où ils me surprennent. Ah, moi, c'est en attaque qui me surprennent le plus, pas toi. Ah putain, moi en attaque, ils me bluffent complètement, les mecs. Parce que Je pensais Jalen pas Brown qu'ils explose. avaient ça. Moi, Sans Tatum, là, comment ils attaquent. Moi je pensais qu'ils allaient se faire ouvrir dans la raquette, Alex. Dans le rebond. Oui, c'est vrai. Leur défense tient vraiment bien la route, quoi. Et ils ont des séquences où. Tu vois, ils ont le 15e rating défensif, quand même. Ouais, et il y a Seulement. quoi à l'est au-dessus d'eux? Bah, il y a plein d'équipes, Ok. Regarde, il y a les Pistons, il y a le Heat, les Raptors déjà. Ces trois-là défendent Sur vraiment séquence- mieux. Ah, les trois là qu'on vient de citer défendent mieux que les Celtics en global, plus réguliers et surtout. Ah, quand même. Non, bien sûr. Comment dire ça? Parce que les Celtics sont pas une équipe défensive. C'est pour ça que je devrais pas le tourner comme ça. C'est pas la meilleure défense. Mais dans ce qu'ils font, quand t'as l'impression, ils sont capables de monter sur l'intensité Ça, par oui. passage. Et j'ai vu des passages, là, notamment Ça que je dans les victoires regarde, récentes et comme tout, où d'un coup, tu te dis, mais en fait, sur quelques séquences d'affilée, ils ont un niveau défensif assez bluffant. Oui, non, mais. Attends. Avec un personnel, tu vois, après, Jordan Walsh, c'est un mutant en défense. Attends, Jordan Walsh sait défendre. Keita, il y a Ouais, une vraie il dissuade. présence, il se bat. Jalen Brown, il prend le meilleur Brown et mec White adverse. sont des défenseurs. Ouais, Moi, c'est là où- j'avoue C'est ça. qu'ils se font moins manger que ce que j'aurais pensé dans la raquette. En revanche, je pensais qu'ils défendraient un peu mieux et qu'ils attaqueraient beaucoup moins bien. Ok. Ah, Vraiment. Tu l'as comme ça. Ouais. Ah, moi, je l'avais comme ça, moi. Je pensais qu'ils. Alors que, clairement, depuis le début de saison, par exemple, les Pistons, je pensais pas que sur la durée, ils défendraient comme ça. Ils défendent vraiment intelligemment. Isaiah Stewart, c'est incroyable, mais Osar Thompson, c'est super. Oui, non, tu vois, trois, là, genre, quand ils s'y même mettent. Cunningham, il y a les efforts et tout. Enfin, c'est Jalen Duren. Enfin, bon, laisse tomber. Et le Heat, on les connaît. Ça défend toujours le Heat. Ouais. Ah, ça défend toujours. Franchement, le Heat, ça défend toujours. Même avec leur pace de grands malades là qu'ils ont commencé à faire depuis le début de saison, ils défendent quand même bien. Et les Raptors, on savait qu'il y avait le potentiel parce qu'ils ont des freaks dans tous les coins. Là. Ils ont des ailiers incroyables, tu sais, vraiment des mecs Moi, qui les peuvent tout pardon. switch. Mais là, c'est concret. C'est concret. Ils ont le 4e meilleur Oui. rating défensif au moment où on parle. Ils ont un rating défensif au niveau des Wolves, quoi. Et puis ils ont Scotty Barnes qui est une espèce de cheat code en défense, la longueur et tout. Moi, je t'avoue que les Raptors, je les attendais presque encore plus impressionnants en défense. Ah ouais. Peut-être encore plus. Ok. Mais je pense que potentiellement ils peuvent le devenir. Peut-être, ouais. Tout à fait. Ils peuvent tout switcher et tout. Non, non. Ah, ils ont tout pour être une défense incroyable, Toronto. Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord. Et tu vois, une équipe, là, je voulais transitionner, mais tu vois, par exemple, je te les mets là, parce que vraiment, c'est une équipe qui fait plaisir, je trouve, cette année. Ils sont là, ils sont devant. En rating défensif, ils sont devant les Celtics. Ouais, les C'est Sixers. les Sixers. Qui font une première partie de saison, si on peut dire comme ça, même si on n'est pas tout à fait à la moitié, qui, moi, me fait vraiment plaisir. Il y a vraiment beaucoup de choses. Autant... on avait causé, je sais plus si c'est avec Bastien ou avec toi à force, mais de Embiid, Oui. où on avait dit Ouais, inquiétude, fait Puis chier. il y avait, on était d'accord sur le fait qu'il y avait une tristesse un peu de le voir jouer parce qu'il était limité. Le gars saut de pull, frustré, là, il avait essayé de etc. dunker, c'était une galère. Il peut pas défendre, les déplacements latéraux, c'était l'enfer. Ouais. Ça va mieux. Bah ouais. Ça va mieux pour Joël. C'est pas encore. Attention. Qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est pas, on est encore loin du compte, et peut-être d'ailleurs qu'il ne reviendra jamais vraiment. Son niveau MVP, on le Le rappelle. Joël, voilà, niveau MVP, on a du mal à y croire, et même le niveau bon gros All-Star, faut voir. Faut voir. Là, il en montre. Il est pas mal là en ce moment. Exactement. Là, Et il en je montre dirais- des flashs. Je dirais qu'il est sorti de cette espèce de zone marécageuse où le voir jouer était plus une souffrance qu'autre chose et surtout était flippant. Moi j'avais peur quand je le voyais jouer. Tu sais, le côté bombe à retardement et genre, il va se faire mal. Il y avait ça. Et là, je trouve que les derniers matchs, c'est moins flippant. Je sais pas si pour vous c'est pareil et tout, c'est moins inquiétant de le voir jouer physiquement parlant, je parle juste uniquement. Mais du coup, je trouve aussi que le jeu, il est plus... Comment dire? En fait, Il joue plus simple là. Et là, il joue plus simple. Surtout, il cherche moins à prouver qu'il est de retour aussi, En qu'il fait, peut jouer, etc. Il joue tranquille. Mentalement, en termes d'attitude, de comment les Sixers au global abordent les matchs, et notamment Embiid, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Embiid, il est moins dans, il veut prouver. Mais il l'a dit, hein, il a dit qu'il allait Ouais. mieux, qu'il avait une période Ouais, un peu ça se compliquée voit. mentalement. Il va mieux dans sa tête. Ouais. Il assume mieux ce qu'il est et ce qu'est son corps. Je pense qu'il est un peu rassuré aussi de voir que ça tient. Il est un peu rassuré de voir que ça tient. Il est un peu rassuré aussi de voir que, sans forcément forcer physiquement, Embiid n'a joué que 16 matchs depuis le début de C'est ça, saison. la moitié. Ouais, c'est ça, 19-14, ça fait 33. Ouais, 16 sur 33, ouais, moitié. Donc, et il a trouvé
Donc il a son adresse. Embiid reste un joueur avec un vrai toucher. Son shoot. Il a un vrai shoot à 3 points pour un pivot. Il a surtout du mid-range. Il a du toucher près du cercle. Sur les derniers matchs là où il a performé, il a réussi à aller provoquer pas mal de lancers en se faisant servir au poste ou en grattant du rebond offensif et en allant chercher les fautes dessous. En gros, en utilisant quand même son gros corps qui est toujours là. Il est grand, il est costaud, il a les grosses épaules, il a eu du toucher. Il peut marquer les 2 mains près du cercle et tout. Enfin, tu vois, il est dangereux. Tu peux pas le laisser shooter à mi-distance. Enfin, en gros, c'est un danger. Et j'ai bien aimé ce qui se passe autour de lui. Faut le dire, le coaching staff, Nick Nurse et son staff font du bon boulot pour réintégrer Embiid, alors que tu pourrais dire attends, ces Sixers là, il faut jouer vite, Maxi, Edgecombe, machin. En fait, ils savent faire les deux. Bah c'est ça qui est très intéressant. Et quand il y a Embiid sur le terrain, il tourne autour de lui, notamment ce match gagné en overtime là, tout récemment là où Embiid j'ai trouvé énorme contre Memphis, où tu vois là. Il y a 34 points, il y a 10 rebonds, donc 34-10 déjà super, et il y a les 8 passes d'ess. Ouais, il était souvent servi poste haut, des coupes autour de lui, du mouvement. Le match d'après, il y a 6 passes d'ess dans la victoire contre Dallas, et là plus récemment, ils viennent de battre les Knicks dans un match où Joel a été bon. Il a été bon. Et globalement, les Sixers font un bon match contre les Knicks. Oui, et globalement, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que les Sixers, sur les épaules de Tyrese Maxey, monumental là, depuis le début de saison, parce que là on parle d'Embiid parce que dans les meilleurs arrières de l'Est, tu sais qu'il se cite. Il se cite fort. De toute façon, tout à l'heure, là, à un moment donné, peut-être cette semaine même, on verra ça, mais on va se faire un petit apéro All-Star pour faire un peu le point sur tout ça. C'est sûr que le nom Tyrese Maxey va venir dans la discussion, et très très vite, très très haut. Donc oui, Tyrese Maxey est incroyable. Le rookie Edgecombe, c'est un délire, il est fort. C'est un vrai joueur, two-way, pas peur, intelligent, jeune. T'as remarqué comment tout le monde l'aime bien ? Espèce de crush de tout le monde sur Edgecombe, j'ai l'impression. En même temps, il est spectaculaire parce que athlétiquement, avant sa draft, on savait. C'est un délire. On savait, l'autre c'est n'importe quoi. Il a une wingspan de fou furieux. Il a une explosivité de malade et tout. C'est Oladipo sur un trampoline. C'est n'importe quoi. Et puis dis donc, il rentre mieux ses tirs qu'Oladipo. Ouais, au même âge, c'est sûr qu'il est déjà en avance sur le shoot. Ouais, franchement. C'est juste la façon de bouger avec la balle me rappelle vachement Oladipo. Oui, non, mais il y a des points communs. La taille, le taille, qualité athlétique, machin et tout, l'énergie. Bien sûr. Mais donc c'est très intéressant parce que le duo Maxey-Edgecombe fonctionne, clairement. Tu as McCain qui doit prendre en régime et tout, qui peut sortir du banc, donc c'est intéressant ce qui se passe. Paul George revient, il est là, il se comporte comme un role player de luxe, on va dire. Il prend les tirs qu'il doit prendre, off-ball, il vient imposer sa taille dans les ailes pour prendre un peu de rebond et tout. Après, ils mettent d'autres gars autour. Du coup, il est utile parce qu'il défend quand même toujours assez bien, il est grand. Et puis, ça reste un joueur intelligent. Ouais. Tu vois, ça reste Paul George quand même si physiquement, là pour le coup, lui aussi, on est loin du compte. Physiquement. On parle beaucoup d'Embiid, mais Paul George, on est loin du compte également. Et malgré tout ça, et sur les forces de leur duo d'arrière et avec un Embiid autour duquel tu peux jouer, je trouve vraiment que le taf de Nick Nurse et de son staff est vraiment de bonne qualité. Et ça permet, là je montrais le classement tout à l'heure, ils sont 5e. Puis ils tiennent quoi. Ils sont 5e, ça fait un moment qu'ils sont dans ce genre de position. Ils tiennent. Ils sont average défensivement, average offensivement, mais avec des bons joueurs qui sont capables de mettre des cartons. J'ai l'impression, moi pendant là, ils vont récupérer Oubre, c'est Oubre qui était absent quelques Oubre matchs. Qui avait fait un bon ils ont une début équipe de complète. Tu sais qu'ils ont un sacré banc, un McCain, Grimes, Trendon Watford, Barlow. Moi j'aime bien. Non, Trendon Watford il est. Si, il est au Sixers. Il y a Barlow aussi, il y a Bona. Ils ont du monde. Drummond, bon voilà. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est il prend des rebonds, il repart. Comme Paul George lui aussi, il a joué que la moitié des matchs, 17, et Embiid 16. En fait, t'as des joueurs comme ça qui alternent entre banc, titulaire sur le temps. Drummond, et du coup, ça te fait un vrai groupe. Ils sont complets. Ils ont un groupe de 10-11 là. Tu sais qu'à l'Est, ils ont un vrai bon groupe. Si tout le monde est là. Et belle équipe quand même. Complètement. Et pour en revenir, finir sur les Sixers, en revenir à Embiid, ce que j'aime le plus là dans ce que propose Joel Embiid, j'ai de la tristesse parfois quand je le vois jouer, déplacement et tout. Je me dis, oh putain, mais à n'importe quel moment, il peut sortir en boitant et on le revoit pas pendant 2 mois. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Par contre, il a accepté son rôle et surtout, ça se voit et c'est accepté par tout le monde. C'est l'équipe de Tyrese Maxey. Tyrese Maxey se comporte comme un leader. On lui donne les moyens de se comporter comme un leader. Et l'autre, je veux dire, il est à 31 points. Si les Sixers étaient en haut de l'Est, c'est lui qui serait dans la conversation MVP, tu vois. 31
31 points, 7 passes, presque 5 rebonds, 40% Non, mais de je crois que loin. statistiquement, 40% quand tu rentres dans le détail, loin. avec les chiffres avancés et tout, je crois que c'est lui le meilleur arrière de Il en l'Est. prend 9 par match, il en met 40%. Non, puis surtout, il est propre. Je crois que vu le rôle et le jeu à risque quand même qu'il a, pourcentages sont bons et même les pertes de balles. T'as les pertes de balles là. Je crois que c'est pas mal son ratio assist-turnover. J'avais vu ça passer. Ouais, 2,7 ça va. Hein. Il fait 7 passes, c'est un Et presque il a la balle 3. tout le temps. Hein. Presque 3. Tu sais que les Harden, Doncic, quand ils ont la balle autant, ça monte à 4, etc. Il est propre. Et il joue presque 40 minutes par match. Ça, c'est le petit point noir. Tyrese Maxey est le joueur le plus utilisé de la ligue. Ouais, mais bon, il a les cannes. Moi, je t'avoue que c'est mais peut-être 40 minutes par match quand même, c'est vu beaucoup, son style de jeu et tout, faut faire gaffe. Surtout que c'est vrai qu'entre Grimes, McCain et tout, ils ont de quoi le faire. Grimes super, tiens, on l'avait pas cité encore. Si, super. Candidat 6e homme de l'année, Grimes. Donc il est dans le candidat. Vous l'aviez dans le podium. Ouais, moi je l'avais moi. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je vais te dire un truc parce que j'ai souvent été dur avec les Sixers parce que je trouve qu'on allait de déception en déception un peu l'histoire. Enfin, j'aime bien cette équipe-là des Sixers. Moi. C'est l'équipe qui m'enthousiasme le plus depuis un bout de temps. L'équipe des Sixers, tu veux dire? Ouais, c'est une version d'équipe de Sixers qui m'enthousiasme comme rarement. Enfin, comme je l'avais pas été depuis longtemps. J'aime beaucoup cette équipe. J'aime beaucoup les voir jouer. Il y a une énergie. En plus, je trouve que là, comment dire, autour d'Embiid. Moi, j'avoue qu'à un moment, il me gavait et tout. Et là, je trouve que c'est sympathique de le voir revenir quand même. C'est même assez. Il est fort quand même. Hein. Ouais, et puis t'as envie que ça hein. se passe bien pour lui parce que c'est bon, il a souffert quoi. Ouais, puis il y aurait un petit côté, tu vois, le process. Bon, on a un peu enterré le process, tout ça autour d'Embiid et tout. Il y aurait un côté assez. J'allais dire romantique, mais c'est pas le bon mot. Non, mais c'est une sorte de rédemption du process, je sais pas comment. Je sais pas. Ouais. En gros, les Sixers qui débarqueraient en playoff avec cette équipe-là, et au premier tour, tu leur mets des Raptors ou des Knicks ou des Celtics, je sais pas quoi, et vas-y, ça passe un tour parce qu'en fait, Embiid, ça tient, et Maxey est bel et bien monstrueux et tout machin. Ça peut vraiment faire une belle histoire. Avoir le tableau et tout. Non, et mais même émotif comme il est Embiid, mais lui, le premier match à domicile des Sixers, là, imaginons, il finit 5, il jouerait donc les Raptors. Et premier match à domicile, lui et Maxey, ils foutent 30 points chacun et l'autre il pleure. Hein. Ouais, et oublions pas une chose, Nick Nurse a beaucoup de casseroles, parfois il a des problèmes relationnels avec des joueurs ou des groupes et tout. Ah bah il a de l'ego. Hein, ouais, c'est sûr. Par contre, tactiquement, c'est un coach qui a déjà fait un titre. Oui. Ouais, bah... Puis il sait tirer le meilleur de... Il est très bon. Il y a combien de coachs à l'Est là? Il y a Spoelstra. Il définit bien les rôles de ses joueurs. Il y a Mazzulla. Spoelstra, Mazzulla au Celtics, Spoelstra au Heat. Qui d'autre a fait un titre en coach? Non, personne. Ah si, Doc Rivers au Bucks. Bon, mais voilà. Et Kenny Atkinson, il a pas été coach de l'année, non? J'ai un doute. Coach de l'année, peut-être. Si, Kenny Atkinson. Par contre, titré, non. C'est-à-dire qu'en playoff, Kenny Atkinson, l'année dernière, il a fait rêver personne. Tu vois, donc ça, c'est. Pardon, j'étais sur coach de l'année. Voilà, mais c'est là où je vais te rejoindre sur le côté Sixers. Moi aussi, je prends plaisir à les regarder et c'est bien, ça fait toujours plaisir d'avoir des équipes comme ça qui font kiffer. Une autre équipe, tiens, rien à voir en termes d'efficacité, de bilan comptable, mais qui commence à me faire plaisir à regarder, c'est les Wizards. D'accord, effectivement, rien à voir en termes de... Bon, voilà, c'est-à-dire que là, si vous voulez regarder... Mais je peux te suivre sur le côté cool à regarder. Les Wizards, il faut scroller, il faut scroller vers le bas pour trouver les Wizards... que les Pacers arrivent à dominer en termes de défaites. Tu sais que c'est pas évident de dominer les Wizards en termes de défaites quand même. Les Pacers là, ils sont... Oui, ils sont pas là pour gagner des matchs. Regarde, 12 défaites de suite. Ils se battent, mais ils veulent pas les gagner à la fin les matchs. Avant la fin de saison, ils sont avec nous dans le canapé. Les Pacers. Après, les Pacers, ils ont raison. Quand on va leur rajouter un des gros draftés là et tout, ils vont récupérer Haliburton. Enfin bon, c'est parti. On a compris leur plan. Wizards, vraiment. Alors évidemment, les résultats de victoires sont un peu là. Il y a eu quelques petites victoires. Récemment, ils ont gagné des matchs. Ouais, j'ai sorti le calendrier là des Wizards. Moi, attends, bouge pas. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici, il me semble que c'est les Wizards, ça. Oui, c'est les Wizards. Donc tu vois, je vais vous le mettre à l'écran là. Sur les 6 derniers matchs, il y a quand même 4 wins. Bon, écoute, ma foi. C'est un bilan d'une équipe qui a l'avantage du terrain au premier tour. Ça. 66%, 2 tiers. Mais... Ce qui est intéressant, c'est que tu as battu Toronto. On a dit du bien de Toronto tout à l'heure. Moi, je pense vraiment beaucoup de bien de cette équipe de Toronto. J'ai trouvé hyper intéressante. Là, ils ont craqué contre les Wizards. Tu as battu Memphis. Alors, Memphis, c'est pas l'équipe la plus extraordinaire cette année. Mais enfin, il faut quand même les faire. Ils se battent. Ils ont des bons jeunes. Ja Morant est revenu. Ils les ont fait. Après, tu perds Phoenix. Bon, évidemment. Phoenix, c'est trop costaud. C'est trop solide. Milwaukee, Brooklyn. Bon, Milwaukee, c'était quand même sympa de les battre comme ça là-bas. Dans le clutch. Et Brooklyn, battre Brooklyn cette année, voilà.
Et t'as perdu Minnesota, t'as pris une grosse branlée même à Minnesota. Mais il y a plusieurs choses intéressantes, vas-y. Bah déjà, si tu remets le score, c'est meilleur scoreur quasi différent à chaque match. C'est-à-dire qu'on est sur un vrai groupe. Alors Middleton à 16, c'est assez bien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du Alex Sarr, il y a du Trey Johnson, Champagny qui monte à 20 points, McCollum. Donc il y a une sorte déjà de collectif, plusieurs menaces. Et là-dedans, je pense que c'est ça dont tu voulais parler, c'est quand même un groupe assez jeune. Bon, les vétérans assurent. Ils sont là, McCollum et Middleton, ils jouent, ils prennent leurs minutes, ils jouent correctement. Mais le développement des jeunes, là, on les voit grandir à chaque match, c'est assez enthousiasmant. Déjà les deux Français. Ouais. Alex Sarr, c'est vraiment intéressant. Ouais. Bon là, il s'est fait démater la bouche par son compatriote Rudy Gobert. Voilà, ça arrive. Hein. Ça peut arriver à des gens. Mais sinon, dans l'ensemble, en attaque, c'est bien. Au contre, c'est super. C'est de mieux en mieux au rebond. Moi, j'aime bien. Le mix shoot extérieur contre et quand même move près du cercle, possibilité de jouer bien en pick and roll, c'est intéressant. Ouais. Très intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Bilal qui est revenu de blessure, qui a retrouvé son poste de titulaire, qui rentre quelques tirs et qui est toujours le même en défense. Je suis un peu plus... Mais c'est peut-être intéressant. parce que j'en attends trop de Bilal. On en attend sûrement trop. Peut-être que là, son développement a été un peu cassé par des blessures et tout, et qu'il y a du rythme à retrouver. Ça fait quand même plaisir de le retrouver sur le terrain, dans une équipe qui se bat pas trop mal, ou quand tu regardes jouer les Wizards, tu dis leur 3, potentiellement, s'il continue un peu à se développer, ça peut être Bilal Coulibaly. Il a presque un côté de leader de cette jeune garde, je trouve, dans l'effectif des Wizards. Ouais, ça va vite devenir Sarr quand même, je pense. Après, ça va être une question de personnalité aussi. Ouais. Moi, il y en a un autre. Bon, Bob Carrington, j'aime bien. Oui. Très cool. Keyshawn George, très intéressant. En plus, il a fait un super début de saison. Mais moi, c'est vraiment le rookie, là, Trey Johnson. C'est hyper talentueux. Ouais. Là, il a commencé à être titulaire. Il a piqué la place. On a regardé tout à l'heure, c'est la place de qui qu'il a piqué déjà? Ah oui, il y a Bob Carrington et puis il y a eu un peu de Keyshawn George en moins aussi, donc il a ils ont changé plusieurs fois de Brian Keefe a remodifié Bilal a raté des matchs, donc il a ses rotations, tout ça, joueurs, mais on s'est retrouvé avec c'est Trey Johnson, ça? Non, c'est Joel, ça je me disais, ça fait beaucoup comme stat pour Trey Johnson. On s'est retrouvé avec un Trey Johnson, je suis dans les stats, là je cherche, tic-tac-tac, voilà. On va le mettre, il a que 19 ans. Ouais. Et il vient d'être titulaire. On le rappelle, un rookie drafté dans le top 10. Je sais plus exactement sa position, c'était Trey Johnson. Trey Johnson, il est 6e? Ouais, 6e. 6e, Trey Johnson. Et là, il vient d'être titulaire sur les 6 derniers matchs. Je vous mets ça à l'écran tout de suite. Vous voyez, ici, ce sont les 6 derniers matchs de Trey Johnson. Shooting guard, voilà, c'est vraiment un poste 2. Alors, les pourcentages au tir, c'est irrégulier. Vous voyez, là, le dernier match, il a mal shooté. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai joueur offensif intelligent. C'est-à-dire que les soirs où il shoot mal, vous voyez, typiquement, le dernier match, ils ont pris une volée contre les Wolves. Il y a des gros défenseurs, c'est compliqué, mais il a été chercher les lancers pour quand même scorer un petit peu. Il a fait un très gros match contre Phoenix dans la défaite. Oui, c'est ça, c'est Phoenix. Parce que moi, j'avais été impressionné. Parce que comme je rate pas beaucoup de matchs de Phoenix, j'étais impressionné par Trey Johnson. Contre les Suns, il fait un gros match. Ouais, il nous en met plein la bouche. Les tirs, ils rentrent tous à 3 points. Il a un côté et tout. hyper naturel, hyper facile. Je trouve qu'il a une impression de facilité dans l'NBA pour un rookie. Il a un bon sens du jeu. Il a une capacité à jouer avec la balle ou sans la balle. Il a un vrai shoot. C'est un vrai mec qui va peut-être pas être toujours régulier, mais c'est un vrai mec avec un bras, un shoot. Il a une bonne aisance en drive, même si je trouve, après c'est parce qu'il est jeune, je trouve que parfois il y va pas assez. Puis il est un peu léger encore. Il est un peu léger, et puis surtout il ose peut-être pas assez. Par exemple, il fait la feinte, le mec mord, mais en fait il y va pas. Après, il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais le talent est là. Et donc, tout ça fait que les Wizards deviennent intéressants. C'est-à-dire qu'évidemment qu'ils vont pas se mettre à enchaîner une série de 12 victoires. Ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, entre McCollum qui est en fin de contrat, Middleton qui est en fin de contrat, là t'es les Wizards, tu peux vraiment te dire ok. C'est quoi mon noyau? J'ai mon pivot, j'ai Alex Sarr, j'ai des mecs dans les ailes, on va voir lesquels, mais Keyshawn George, Bilal Coulibaly, j'ai un arrière talentueux en Trey Johnson, Bob Carrington, j'ai plein de jeunes en fait. En fait, ils ont un noyau de 6-7 jeunes là, qui sont tous potentiellement minimum des joueurs de rotation, voire starter NBA. Starter, t'es ambitieux. Voilà. Mais rotation, écoute, Alex Sarr, je pense que c'est starter NBA. Oui, mais sinon Trey Johnson. Trey Johnson en a le potentiel et le talent. Bilal. Mais aujourd'hui, il l'est pas.
Bilal, va falloir qu'il montre plus, je pense, pour être vraiment un starter Normalement, NBA. c'est un starter NBA pour moi. En tout cas, défensivement, oui. Offensivement, il est dans une bonne streak au tir. Faudrait que ça dure un peu. Et après, il te reste du Bob Carrington. Bob Carrington, pour moi, pour l'instant, c'est pas un starter mais joueur de NBA. rotation, Mais par contre, oui. Voilà. Keyshawn George peut peut-être. C'est quoi Keyshawn George, il est plus starter que Bilal presque. Bagley est trop vieux, il est plus là-dedans. Parce qu'ils font. Moi, c'est pour ça aussi que c'est vrai qu'il y a Bagley. Hein. Ils ont ressorti Marvin, j'allais dire Michael Bagley. Choix Michael 2 de draft 2018. Ouais, le mec drafté devant Lucas. Ouais, exactement. Avec Ayton. Ouais. Donc, ouais. Les Wizards, donc. Pendant ces vacances de Noël, les Wizards ont montré quelques flashs hyper intéressants. Il y a des bonnes victoires, il y a des jeunes qui se développent, il y a des retours de blessures, il y a un coach qui commence petit à petit à trouver des points d'équilibre. Là, je pense que Trey Johnson, il est titu. Et que ça va pas trop changer. Je pense que Bilal, tant qu'il se blesse pas et qu'il défend comme ça, il est titu aussi, je pense. Et puis il y a des chances que, j'allais employer ce mot qui a fait un peu l'actu, là, exfiltré, mais il y a des chances qu'un des vétérans comme McCollum ou Middleton soit exfiltré à la trade deadline. Ah bah là, si t'as l'occasion d'aller chercher... Ça peut être très bien pour les Wizards d'augmenter un peu. C'est bon, ils ont encadré les jeunes là et tout. McCollum, peut-être envie de le voir dans une équipe qui joue les playoffs. Oui. Tu vois, et tu peux en tirer un asset. Un petit contrat expirant, un petit pic là, je sais pas qui te prend un McCollum, mais il a de la valeur, je pense, là, il fait le taf. Oui. Middleton, c'est peut-être plus dur. Middleton, c'est très dur. Ça va être plus dur. Mais il est en fin de contrat, donc de toute façon, au pire, il va partir. Je regardais les stats de Bilal. Tu vois, Bilal au tir, il y a eu quelques flashs pas inintéressants, mais il y a encore du taf. Ce qui est intéressant dans Bilal, c'est son activité au global. Il n'y a pas assez de tir pour moi. Et il en a pas assez, mais dis donc, les pourcentages sont pas là non plus quand même. Non, mais 28 minutes, 6 tirs, c'est pas normal. Non. De lancer 6 tirs, c'est trop discret pour moi. C'est trop discret. C'est vraiment pas son meilleur match celui-là. Mais Minnesota. Non, mais les autres matchs, il y en a un 15 tirs. Ouais, quand t'es poste 3, c'est chaud de jouer Minnesota. C'est vrai que t'as McDaniel sur le dos. Ouais, ou t'as Edwards à défendre. Enfin, toi, t'es occupé, quoi. Donc, moi, j'aime bien activité au rebond, capacité à venir dans les lignes de passe ou venir aider au contre ou tout ça. Ça, j'aime bien. Maintenant, il faut développer son shoot. Mais ce que j'aime encore plus, c'est que je pense que la complémentarité est assez évidente avec des profils à la Bob Carrington ou à la Trey Johnson. Elle est assez évidente de Bilal, tu vois, avec eux. Non, ça c'est... Alors, c'est vrai que la cohérence du groupe, ça marche bien. Ça se complète bien. Il y a une logique. Ils ont pas drafté 5 meneurs de jeu ou je sais pas quoi. Tu vois, ils ont de l'intérêt. Tu veux faire référence à quelqu'un peut-être. Peut-être. Écoute, pour l'Est, donc on a parlé de Boston, Philadelphie, Washington. Peut-être en vrai que moi, 2-3 petits trucs, mais pas des équipes, des noms. L'émergence d'Anthony Black qui fait beaucoup de bien à Orlando et qui est pas la moitié d'un joueur kiffant à avoir joué. Vrai joueur. Ouais, et puis il y a un kiff. Je sais pas, il a une façon de jouer au basket bien à lui. Ouais. Je trouve. Ouais, il est très polyvalent, il sait faire beaucoup de choses. À l'époque, il a un corps assez. On avait comparé un peu au Frangin Ball, notamment à Lonzo. Ah, c'est autre chose. Non, mais encore. c'est autre chose, je suis d'accord. Mais il y a dans le côté polyvalent, grand, garde, 2 mètres ou pas loin. Très atypique, puissant, bon drive, et puis surtout. Pas si rapide, mais finalement pas non plus. Pas assez, assez dynamique et vif, tu vois. Et puis, tout à fait. Et puis, bon défenseur. Et puis capable de scorer. Enfin, moi, je pensais pas qu'il pouvait scorer autant, tu vois. Là, il score beaucoup. Avec l'absence de Jalen Suggs, il s'est retrouvé un peu propulsé avec beaucoup de temps de jeu, voire titulaire. Comme là, c'est qui qu'ils ont fumé ? C'est les Pacers. J'étais devant là, la nuit, hier soir. Black a été bon, très bon. À côté d'un Desmond Bane, lui aussi très bon. Desmond Bane, ça lui va super bien, ce genre de profil à côté de lui dans le bas court. Et puis, c'est marrant que tu parles d'Anthony Black parce que moi, tu vois, j'ai noté Banchero. Pendant les fêtes, là, Banchero, on est encore loin du compte. Mais il a repris un peu du poil de la bête. Orlando, de manière générale, ça va mieux. Forcément, c'est Anthony Black qui joue comme ça et Banchero qui reprend du poil de la bête. Faut pas oublier qu'il leur manque Wagner et Suggs en ce moment. Donc 2 joueurs quand même importants. Et on a compris dans leur rotation. Que, en fait, quand Suggs est pas là, c'est la merde. Normalement. Et là, je trouve que ça va. Ça va mieux. Ils arrivent mieux à gérer. L'intensité de Suggs manque moins qu'elle a pu manquer parce que justement. En défense, ceci dit, tu le vois qu'il est pas là. Évidemment. Il est hyper fort sur l'homme. C'est quand même l'un des meilleurs défenseurs sur l'homme. Non, mais sur l'homme, il est hyper fort, hyper chiant. Bane et Black peuvent pas proposer ça. Par contre, ils sont plus talentueux, je trouve, en attaque. Plus naturels, on va dire. Et moi, ce qui m'intéresse à terme, c'est que l'émergence de Black, parce que tu l'as dit, c'est un poste. C'est un extérieur, mais balèze. C'est un grand garde. Voilà, et tu peux imaginer que du coup, ça te fait un joueur en plus qui peut tendre vers un small ball où Banchero pourrait être pivot, par exemple. Plus de possibilités tactiques avec Black. Plus de possibilités tactiques et... Parce que tu sais, du Banchero, Wagner, Black, Suggs, Bane,
contre pas mal. Ça tient physiquement contre des Boston, des trucs sur des cartes. Et ça peut être intéressant pour Orlando. Ça peut être très intéressant pour Orlando. Avec Da Silva, etc. Peut-être, tu vois. Au retour de Suggs, je pense qu'il reprend sa place de titulaire à côté de Bane, mais du coup, tu as ton 6e homme attitré qui s'appelle Anthony Black. Pour peu que Jamal Mosley nous parvienne enfin à nous faire bien fonctionner ensemble le duo Banchero-Wagner. Moi, j'y crois à ce duo. Voilà. Je pense qu'il peut fonctionner ensemble. Malheureusement, les mecs se blessent à tour de rôle aussi. Donc ça aide pas forcément le coach. Mais c'est vrai que concrètement, on a dit oui. Le pauvre Mosley, offensivement, c'est compliqué pour lui de mettre des choses en place. Il lui manque toujours des joueurs. Ok, ça c'est vrai. Par contre, après, on lui a dit oui, mais Banchero, il est dégueulasse au tir. Il prend que des mauvais tirs et tout. Là, Banchero, il shoot mieux. Il s'applique, il se place mieux sans ballon, du coup les 3 points ils rentrent. Ensuite ça reste Banchero, donc il va chercher 10 lancers par match parce que l'autre physiquement, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Alors, non seulement c'est un buff, mais en plus il est rapide, il est athlétique, il est souple, il a du toucher auprès du cercle et tout. Donc, faut-il parfait pour la NBA, Banchero. Mais tu vois Banchero, c'est un duel avec Siakam hier, là, c'était un beau duel. C'est peut-être parce que je l'aime un peu trop, mais moi j'ai l'impression de voir un joueur aussi qui n'est pas forcément aidé par son coaching staff à prendre les bonnes décisions, qui n'est pas le mieux utilisé du monde. Oh, il y a l'exemple de... C'est pas pour rien que des fois il prend des shoots de merde. C'est lui, mais je trouve aussi qu'on lui laisse peut-être trop... Son rôle est mal défini à Orlando, moi je trouve. L'attaque d'Orlando est trop mal définie. Et c'est là où il faut vraiment filer des lauriers à Anthony Black, c'est que malgré ça, lui, il a réussi naturellement à comprendre ce qui manque. De la percussion depuis le poste d'arrière, parce que Bane c'est un petit peu moins son truc, c'est plus un shooter ou quoi, il va au cercle, mais là Black lui il amène un côté longiligne, la liane un peu et tout, c'est vraiment très intéressant. Non, il est ultra kiffant à avoir joué. Et donc du coup ce Magic remonte petit à petit. Ils sont combienième le Magic là au moment où on parle? Ils sont 6e, ils sont juste derrière les Sixers. Ah bah oui, puisque ils sont 6e de l'Est. C'est un enseignement aussi des fêtes. Le Magic reprend des couleurs. On verra au retour de Suggs et au retour de Wagner comment il se comporte. Mais peut-être qu'en début de saison, on a été inquiet. Mais peut-être qu'en fait, l'équipe qu'on s'attendait à voir, elle est là en fait. Elle existe vraiment. Oui, puis moi je me demande si c'est pas une équipe qui va être encore meilleure en la saison avançant et en deuxième partie de saison. Probable. Ça a l'air d'être ce profil d'équipe. Ils sont allés en play-off un peu. Il y a un peu d'expérience quand même chez leurs leaders qui sont jeunes. Faut qu'ils retrouvent une vraie défense. Ah ouais. Et là, ils pourraient vraiment faire des dégâts. Alors, faut qu'ils retrouvent une vraie défense. Honnêtement, j'en doute pas trop. Moi. Bah, c'est ça. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est genre de la continuité offensive. Est-ce que Banchero, là, il nous montre que ça va mieux? Est-ce qu'il est capable de continuer comme ça? Il faut. Wagner, quand il revient... Est-ce que Mosley est capable de trouver les bons ajustements pour pas que quand Wagner revient, ça annihile complètement l'impact d'un Black ou d'un... Enfin, Anthony Black ou de... Tu vois, je sais pas. En gros, il va falloir trouver. Mais il y a les joueurs. Il y a ce qu'il faut. Orlando, c'est cool. T'avais d'autres bullet points comme ça pour conclure? Oh, écoute, là, comme ça, vite fait sur l'Est... On est pas mal, hein. Ouais, on est pas mal. Moi, j'avais un dernier point qui est global. On a eu pendant les petites vacances là, on a eu les annonces des gens qui peuvent se faire introniser au Hall of Fame. Les fameux éligibles. T'as une petite liste de noms? On souffle. Jamal Crawford, Brandon Roy, Blake Griffin, Joe Johnson. En coach, il y a Mike D'Antoni. Et en femme, il y a Candace Parker. Candace Parker, oui, là par contre c'est Hall of Fame tout droit. Et Elena Deledonné. Ça va être Hall of Fame tout droit aussi, je pense. Enfin, il y a des chances. Trompé, mais Candace Parker, je m'y connais moins bien en WNBA qu'en NBA. Parker, légende ultime et tout. Quand même, Candace Parker, c'est genre, c'est une discussion tout en haut de la hiérarchie du basket féminin. Et donc, si on revient à Jamal Crawford, c'est vrai que c'est tous des joueurs un peu. Il n'y a pas de côté monstre sacré, quoi. Ah bah pas du tout. Moi, je vais être franc. Jamal Crawford, Brandon Roy, Blake Griffin, Joe Johnson, pour moi, c'est clairement pas des first ballot Hall of Fame. Je sais même pas si c'est des Hall of Famers. Et c'est pas une offense envers ces joueurs-là. Non, je comprends. À un moment donné, c'est le Hall of Fame ou on n'est pas au Ring of Honor de Portland là. Ah, je te confirme. Genre, le Ring of Honor de Portland, même si Brandon bien Roy, sûr que Brandon Roy, les fans des Blazers, même moi je suis pas un fan des Blazers, j'adore Brandon Roy. Il m'a fait kiffer de ouf.
j'ai vécu parmi mes meilleurs moments de basket avec Brandon Roy qui jouait vraiment en tant que spectateur. Mais t'avais pas mis d'ailleurs en moment vécu en live le Brandon Roy contre les Mavs, c'est inoubliable. C'est inoubliable. T'as envie de chialer quand d'ailleurs lui il sort du terrain en chialant. Mais t'as envie de chialer quand tu vois un truc de ouf comme ça. Par contre, pardon, doucement. Genre, il a 300 matchs NBA, il a été 3-4 fois All-Star. Trop fort, mais pas assez pour le Hall of Fame. Vraiment. Et Jamal Crawford, je sais pas quoi en dire. Le mec a un côté mythique, les dribbles, les machins. C'est un 6e homme. En fait, pour moi, t'as raison, mais ça fait un moment que le Hall of Fame n'est plus. Ça, je suis d'accord. N'est plus, entre guillemets, la version du Hall of Fame qu'on a connue quand on était plus jeune. Parce qu'à l'époque. C'est plus exceptionnel, en fait. Il y a le côté. En fait, plus le temps passe, plus il y a des joueurs, plus il y a machin, plus il y a de monde. Plus il y a un côté aussi, j'allais dire démocratique, mais c'est pas le bon mot, mais un peu on y va, tout le monde est, tu sais, tout le monde est content, tout le monde est gentil, tout le monde est une légende. Je trouve le terme légende au Hall of Fame maintenant c'est un peu galvaudé et tout. Complètement. Et surtout, il y a quelque chose qui a changé, je trouve, c'est que, mais là ça va faire vraiment parce qu'on est vieux, Alex. En fait, c'est vrai. Le fait d'avoir vu, je pense que c'est aussi pour nous. Finalement, Brandon Roy, comment dire, c'est le 70e arrière de niveau All-Star que tu as vu jouer. Je pense qu'avec le temps qui passe, on s'émerveille aussi peut-être un peu moins. Faudrait avoir. Là, je serais curieux d'avoir l'avis de gens plus jeunes qui ont grandi ou qui ont découvert la NBA plus. Ça, tout à fait parce d'accord. Que tu vois, pour moi, Penny Hardaway, mais c'est Hall of Fame tous les jours, tapis rouge, machin, et c'est un Brandon Roy finalement de la génération d'avant. Donc, je fais ma propre critique là-dessus. Je pense que. Pour moi, je serais plus tolérant avec des joueurs des années 90 et 2000 où j'ai l'impression que je pourrais rentrer quasiment tout le monde au Hall of Fame parce que c'est de la NBA avec laquelle j'ai grandi, j'ai commencé à rêver et que je vais être beaucoup plus bâtard entre guillemets avec des joueurs que j'ai vus quand j'étais déjà trentenaire, tout ça et tout. On est peut-être plus difficile. Les gens qui. Par contre, là où je te rejoins, c'est que oui, Blake Griffin, Joe Johnson, Joe Johnson, c'est mec qui a le plus de buzzer beaters d'histoire de la NBA, je crois. À égalité avec Jordan. Non mais c'est tout con, mais tu vas voir qu'ils vont le dire, je crois que c'est ça. Mais c'est ça, mettons-le dans le même sac que Michael Jordan. Au niveau des buzzer beaters, il le regarde dans les yeux. Non mais je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que de toute façon, parce que c'est quoi le choix? C'est qu'en fait, déjà faut en mettre tous les ans. T'es pas obligé d'en mettre autant déjà. Ouais. Deuxièmement, t'as des mecs qui sont toujours pas, on peut peut-être réfléchir à eux. Alors c'est comme ça qu'il faudrait voir. Effectivement, si Jamal Crawford. Tu me dis Penny y est pas. Pourquoi la Penny n'est pas recitée? Je sais qu'il y a des règles de rééligibilité. Non mais je t'avoue que si Jamal Crawford, je l'adore, hein, mais si Jamal Crawford rentre, il y a toujours pas Bill Laimbeer. Il n'y a pas des Penny Hardaway. Bill Laimbeer, il ira pas. Autant Bill Laimbeer, moi je le mets tous les jours, autant je comprends complètement qu'il n'y ait pas pu y être et tout. Et puis c'est un cas vraiment très particulier, Bill Laimbeer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et je comprends quand on est fan et tout, tu vois, genre là tout à l'heure on lisait des noms, j'ai vu Amar'e Stoudemire, moi j'adore Amar'e Stoudemire, c'est le mec évidemment, mais il y a un moment donné, qu'est-ce que c'est le Hall of Fame en fait? Est-ce que c'est vraiment comme tu le disais, genre en fait tous les ans on en fout 3-4 des mecs et donc du coup forcément il y a des années où les QV sont incroyables. Ouais. Moi je me souviens non mais il y a eu un moment c'était quoi Garnett, Duncan, Kobe. Garnett, Duncan, Kobe. Il y a une année à Wade, Dirk et je sais plus qui. Ouais, puis il y a un coach. Je sais pas s'il y a pas. Ouais, il y a un coach aussi l'année là, je crois, de légende. Évidemment, il y a des années où il y a 3-4 comme on dit. Il y a des années, il y a 3-4 candidats, ils sont Hall of Famers de ouf. C'est clair que quand tu intronises la même année Kevin Garnett, Tim Duncan et Kobe Bryant à titre posthume en plus, laisse tomber. Évidemment que t'as des Hall of Famers. Introduit des top 20 de l'histoire. Mais du coup, c'est ça qui me fait chier en fait. Ce qui me fait chier, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, c'est quoi? Donc, du coup, comme on est un peu obligé d'en mettre tous les ans, là, cette année, vite fait, quoi. C'est des Hall of Famers, franchement, vite fait, quoi. Et c'est pas contre eux, c'est juste qu'à un moment donné, le Hall of Fame, j'aimerais bien, après, là, c'est peut-être un discours de vieux, effectivement. Non, pas de vieux. J'aimerais bien que ça reste un peu plus premium, un peu plus exceptionnel. Je comprends. Et que, Brandon Roy, il peut avoir son maillot au plafond des Blazers. À Phoenix, il y a un Ring of Honor des Suns, tu vois, où là, les équipes honorent leur légende d'une certaine manière. Aussi, mais il n'y a personne. Et la salle existe, pour l'instant elle est vide. Il y aura Westbrook. Mais non, mais tu vois, donc bien sûr. Je préférais, c'est un peu comme discussion que vous avez eue avec Wax aussi dans une des émissions. Wax, lui, c'était sur les maillots retirés, lui. Ouais, lui, Wax, c'était là-dessus que ça lui cassait. Il devrait pas y avoir de maillots retirés ou un maximum par équipe. Donc, moi, je trouve ça hyper compliqué, mais je vois le délire. Moi, ce que j'aime bien dans la proposition de Wax, c'est le fait qu'un maillot soit reporté par un mec qui serait la nouvelle version 2. Genre, tu sais, comme T-Mac qui avait le 1 de Penny Hardaway à Orlando, les numéros. Alors c'est du foot, mais le 7 de Manchester,
un truc très fort parce que Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo. Alors, faudrait qu'un mec ait entre guillemets l'audace d'aller prendre le 23 à Chicago et dire voilà, moi je le porte, les gars, on y va. Mais t'as des numéros comme ça j'aime bien parce que du coup, ça donne une espèce de valeur ajoutée au numéro. Le 34 des Suns, si un mec débarque, tu vois, quand Soran, je crois que d'ailleurs il parlait de ça, ouais. Il arrive en 10, Rodman, machin, c'est cool. Non mais ça j'aime bien, que le numéro fasse partie de la référence. Ce que je veux dire, c'est que tu as raison sur le raisonnement de départ. Comme il y a de plus en plus de joueurs et de plus en plus de niveaux, le niveau est de plus en plus dense, on va avoir de plus en plus envie de mettre des gars. À un moment donné, je pense que, moi, quand j'ai vu Brandon Roy, qui va peut-être être first ballot Hall of Famer, j'étais là genre sérieux vraiment. Pour finir là-dessus, je dirais que je crois que depuis la première liste comme ça, c'est en 95 je crois, quand la NBA a 50 ans. Là il y a pas longtemps il y a eu la liste des 75 et en fait j'ai l'impression que ces listes ont remplacé ce qu'on pensait nous être le Hall of Fame. C'est-à-dire le top du top, l'espèce de liste des meilleurs joueurs du team. Parce que tu es sur un nombre limité, top 50, top 75. Et le Hall of Fame, en fait, à cause peut-être de ces listes, qui du coup n'existaient pas avant, machin, en fait, c'est devenu l'espèce. Alors, cours des miracles, c'est pas du tout le bon mot, mais le côté un peu. J'allais dire grande vadrouille, je sais pas comment dire, mais on met tout le monde, quoi. Ouais, bon, après, c'est pas grave, effectivement, mais t'as raison. Et t'as la liste des 75, si tu veux vraiment dire, voilà, ça c'est le top du top. Et oui, bien sûr. Et encore les 75, il y a des gens qui vont dire comment ça, il y a pas machin dedans, ou il y a truc. Après, c'est des classements. Mais là où on n'est pas dans du classement. C'est que s'il y a un Hall of Fame, alors c'est en gros cette espèce de couloir de la célébrité, je sais pas comment on peut ça, mais à un moment, s'ils sont 5000 dedans, t'as quand même envie de dire que ça rime plus à rien. Bah voilà. Ça, je suis d'accord. C'est le risque à terme. Et que surtout, t'as des gens que tu vas mettre sur la même photo. Faudrait peut-être introduire une pyramide du Hall of Fame, je sais pas, faire des débats, on va proposer des trucs à Adam Maintenant c'est Silver. trop tard, mais peut-être qu'il aurait fallu que les critères d'entrée, d'intronisation Hall of Fame soient plus rigoureux, quitte à ce que, je sais pas, il y a des années, il n'y a pas de cérémonie en fait. Franchement, il n'y a pas de cérémonie. Moi j'ai un truc, cet apéro dure longtemps, mais c'est le plaisir de vous retrouver aussi après le fête. Ou alors on a un nombre fixe, tu vois, genre 100, et pour en rentrer un, faut en sortir un. Et tous les ans, c'est la guerre. J'aime beaucoup. Tu vois, t'as un nombre fixe et c'est comme ça. C'est comme un plan de table, c'est comme les mariages que t'organises. Alors chérie, on a 100 couverts. Par contre, ton oncle Robert, malheureusement, il viendra pas. Ou alors s'il vient, je suis désolé pour ta maman, je l'aime beaucoup, mais il va falloir laisser un siège vide. Tu vois, une sorte de logique un peu comme ça de plan de table, et il y a 100 places, vous vous démerdez. Moi j'aimerais bien passer à ça. Ouais, c'est pas con, j'aime bien. Et là je peux te dire que Jamal Crawford il attend. Et Brandon Roy aussi, et Blake Griffin aussi, et Joe Johnson aussi. Ouais, mais le problème c'est qu'on risque aussi, comme eux, d'attendre longtemps pour qu'un nouvel Hall of Famer soit introduit. Mais du coup, ça montrerait aussi. Mais ça aurait une valeur de ouf, du coup. Tu vois ? Parce que là, regarde. C'est là où je te rejoins, ça dilue un peu le truc. Ça fait quelques années, ça dilue. Cette année, on a Brandon Roy, Blake Griffin, Joe Johnson. Dans 4 ou 5 ans, la QV, ça va être LeBron, Curry, KD. Pardon, ils appartiennent pas au même truc. Je suis désolé. Désolé. Non, mais il y aura pas le même impact. C'est-à-dire que tu te doutes bien que l'année. C'est pas la même cérémonie, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont être, à la fin, ils vont être dans la même photo. Je les aime bien, mais je suis pas sûr de me lever au milieu de la nuit pour voir Blake Griffin faire un discours et 2-3 vannes, quoi. Tu vois. Mais les discours peuvent être sympas, c'est pas le sujet. Brandon Roy, ça va sûrement Blake Griffin, ça peut être drôle. Très émouvant, Brandon Roy, tu vois, de le voir là parce qu'il va être touché et tout. Je comprends, mais doucement quand même, doucement. Voilà. Ok. Voilà. Écoute, c'était sympa. Oui. Nos meilleurs vœux. Ouais. Bonne année, la santé, la réussite, surtout, le bonheur. Voilà. Et plein de victoires pour les Suns. Les bonnes bouffes. Allez, bye bye. Bisous. Salut tout le monde.